Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis qu'à copier sur ce carré. Tenez-vous. Non, Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Et bonjour à tous et à tous. Ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais. Un épisode qu'on voulait enregistrer depuis un long moment pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors j'ai pas écrit d'intro pour cet épisode parce que je voulais qu'on se le fasse un peu comme on avait fait pour la solitude, qui est le premier épisode du podcast sans nom qui a été sorti officiellement maintenant. Le premier épisode du podcast sur lequel on a vraiment trouvé la formule qui nous intéressait. Et du coup, là, pour cet épisode, on va repartir là-dessus sur un truc un peu plus calme, un peu plus posé, plus en mode témoignage. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Là, je t'avais écrit une intro, mais vas-y. C'est vrai ? Bah non, mais après, voilà, moi je fais mon taf. Mais Putain, bon, pour une toi- fois. Bah vas-y, tu peux dire mon Bah intro non, si tu veux. je la garde pour une Et prochaine. si tu veux, je la garde tu pour fais des mercredi. intros quand même. Je la garde pour mercredi. Ok, comme ça t'as pas fait pour mercredi. Exactement. Mais oui, j'ai pas fait d'intro parce que je me suis dit si on reste dans un truc un peu plus sérieux, comme on avait fait pour la solitude, ça peut être cool. Mhm. Voilà. J'espère que Ouais. vous n'êtes pas déçus, Ouais. les podcastos. Donc, en plus, on est accompagné aujourd'hui. Oui. Je te laisse hoster, t'es le host. Oui, non mais il n'empêche que quand même, je suis en compagnie de mes fidèles co-hosts. Tout d'abord à ma droite, Félix. Ouais. Ouais. Ça va, Félix ? Ça va et toi ? Bah ça va super. Prêt à enregistrer ces superbes épisodes ? Bah ouais. T'es fatigué ? Non. Allez, Bah pour ouais, une fois. j'ai pris mon temps pour venir et me reposer, prendre une bonne douche Et bah et t'as être bien enregistré dans de raison. bonnes conditions. Mais bon, après, voilà, on me le reproche. Et bah, on se le demande qui te le reproche. Je En sais tout pas. cas, il est à ma gauche et c'est mon deuxième co-host aujourd'hui. C'est Swan. Ouais. Bah, il y a que moi qui applaudis pour tout. J'ai pas mis Ouais, le bruitage. Ça va, Swan ? Ouais, ça va et toi? Ça va super. T'es prêt à enregistrer ce super épisode du podcast ? Ouais, ça va, ouais. T'es pas fatigué ? Non, moi, ça va. Ok, d'accord. J'ai Bah, pas trop beaucoup bien. dormi, mais ça va. C'est C'est vrai l'été, du soleil, donc ça va. Oui, il y a du soleil, il fait beau et ça va pouvoir se voir parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est filmé grâce à notre. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'introduit officiellement maintenant ou pas ? Et oui, mesdames et messieurs, ce podcast est filmé comme maintenant. Arrête de taper sur la table, ça s'entend. Ah oui, pardon. Ce podcast est Et filmé ça se voit. comme le seront la plupart des épisodes du podcast sans nom. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est filmé par Lauré. Bah, putain, Alexis. j'ai envie de dire des colériques, mais du coup, ça marche pas. Ah oui, ça fonctionne. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est filmé grâce au 4e membre du podcast sans nom, Lauré. Ouais. Ça va, Lauré ? Ça va super. T'es prêt à bien filmer cet épisode ? Voilà, le podcast sans nom en soi. Wow! Mais comment cette caméra a-t-elle fait pour bouger et vous montrer Lauré? C'est parce qu'on est également filmé aujourd'hui par Théo! Ouais! T'es pas dans le cadre. T'es dans Vas-y, le là, cadre, c'est bon, t'es dans le tu y es. cadre, c'est bon. T'as failli t'éclater la gueule sur la marche encore une fois, là. Et oui, on est filmé aujourd'hui par nos deux amis qui viennent nous assister pour. Et vous allez Pour pouvoir pouvoir, voir les off du podcast. Regardez, hop, voilà. la story. Oh là, alors, c'est quoi? Ça c'est exceptionnel, c'est inédit, hein. C'est sur, ça c'est sur YouTube en version filmée. Hop, il est où ton tupperware plein de riz? Ah, tu vas te manger. Gros plan sur ta bite. Ce sera Ah dans la non, story. on va tabouler. Bah, vas-y, reprends. Un épisode du podcast aujourd'hui sur un sujet qui nous tient à cœur et qu'on voulait faire depuis longtemps. On va parler d'anxiété aujourd'hui. Alors, je voulais me renseigner un peu techniquement sur la différence entre anxiété, angoisse, stress, tout ça. Je l'ai pas fait précisément Ok. pour pas partir dans un Je truc. viens de regarder. Et alors? L'angoisse est la forme ultime de l'anxiété. Super Saiyan bleu, quoi. Ok. Genre de. Elle se manifeste sous forme de crise d'anxiété sévère que l'on appelle aussi des attaques de panique ou des crises d'angoisse. Rassurez-vous, elles sont assez fréquentes. Ok. Et bah écoutez, dans tous les cas, moi je vais utiliser les deux termes angoisse et anxiété. Je j'ai pas la définition exacte, mais voilà pour parler de ce que moi je vis et j'ai pu vivre. Mais voilà, ça sera selon ma vision et ma définition de la chose. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, Bien sûr. Ça vous va? Ouais. Oui. Ok. Ouais, le format du podcast aujourd'hui va être un peu particulier. J'ai envie de regarder la caméra quand je parle. Je vais le faire. Je le fais. Je regarde la je caméra. m'adresse directement dans l'âme des gens. Je m'adresse à vous. J'ai cru que Théo avait tourné Les la cam anxieux. vers lui. Mes anxieux sûrs. Mes anxieux sûrs.
Non, aujourd'hui, un format, du coup, comme on l'a dit plusieurs fois, un peu particulier du podcast, parce qu'il y aura une partie un peu en mode témoignage, comme j'ai dit, où je vais un peu raconter mon rapport à ça et vous pourrez réagir et me poser des questions, ou ne pas le faire, comme vous voulez. Et une partie où on va prendre des témoignages des podcastos. Et oui, car vous aussi, maintenant, vous participez au podcast en nom en nous envoyant vos super témoignages sur l'anxiété et sur l'angoisse. Donc voilà. En plus, on n'a pas dû vous forcer la main. On n'a pas dû matraquer les stories pour que ça soit fait avant va la avoir participation. 5 témoignages. Mais du coup, ouais, une deuxième partie où on prend des témoignages, on réagira. Donc restez jusqu'au bout surtout pour voir ça. Voilà. Ouais. Voilà. C'est un peu bizarre, du coup, je sais pas trop par où commencer. Je vais vous raconter. Le début, je pense. Ouais, je pense. Ça Ok. serait bien. Je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Simon Aron et ceci est ma cassette. Et Makassi. Et Makassi. ceci est Yamakasi. Ceci est ma démonstration de Yamakasi. Je vais sauter par la fenêtre. Hier, Arnaud a dit que le podcast Sans Nom avait cette petite saveur où on savait pas si à la fin de l'enregistrement des épisodes on allait se foutre en l'air ou pas. Et il a dit aussi qu'il est d'accord avec rien. Ouais. Bah, big up, Arnaud. Big up, Arnaud. On Non, t'embrasse. mais qu'on lui a J'espère dit qu'on qu'on aura avait- fait cette PlayStation et cette pizza que je t'ai promis hier. On lui a dit qu'on avait enregistré sur le bonheur et il a dit bon, je suis sûr qu'il y a quand même toujours vous avez quand même réussi toujours à avoir un petit aspect déprimant où on sait pas si vous allez vous foutre en l'air à la fin ou pas. On a dit, mais nous non plus on sait pas en fait, c'est tout le charme du podcast. Peut-être le plus sain mentalement de cette table. Après, je sais pas. Qui ça? Lui. C'est pas dit. C'est pas dit. Bah écoutez, du coup, je vais vous raconter un peu mon histoire par rapport à l'angoisse, à l'anxiété, tout ça, mon rapport à tout. Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, même vous dans le public, si vous voulez poser des questions. C'est un TED Talk, ni plus ni moins qu'un Ouais, TED Talk. c'est ma conférence. C'est mon épisode. Après ça, je disparais du podcast sans nom. Et C'est de la Culturama. Si je vais pas le regarder, je vais pas. faut savoir qu'on enregistre avec une certaine tension dans l'air entre les deux co-hosts du podcast. Mais du coup, la première fois que j'ai été... en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'assez anxieux et angoissé. Dans le sens où quand j'étais petit, j'avais peur de pas mal de trucs. J'étais assez... voilà, j'osais pas faire de nouvelles choses. J'avais peur d'être tout seul. J'avais peur de plein de trucs. Et enfin, j'étais pas un enfant qui testait tout et qui se lançait dans les trucs sans s'inquiéter, quoi. Même collège et tout. Je pense que j'ai pas fait de karting, d'acrobranche ou quoi avant le lycée parce que j'avais peur d'en faire et que j'osais pas faire des nouvelles expériences. Et mais en fait, le truc, c'est que c'était quelque chose qui était assez familial. Genre, c'est mes parents et ma famille, qui était dans un truc de fais gaffe à ce que tu fais parce que c'est potentiellement dangereux. Quand tu te lances dans un nouveau truc, voir plutôt les côtés un peu inquiétants plutôt que le côté nouveauté, découverte, etc. Donc en fait, je me suis pas dit que j'étais forcément quelqu'un d'angoissé au début. C'est surtout en commençant à avoir plus d'amis et plus de gens, en élargissant un peu mon cercle de connaissances qui me faisaient remarquer que j'étais assez stressé, assez angoissé. Mais c'était un truc aussi que... Que c'est canapé. C'était un truc aussi que je cachais un peu devant les gens, quoi. Jusqu'au... Que... Je t'écoute. Ok, c'est bizarre, tu me regardes Bah, excuse-moi de un peu t'écouter. amoureusement. Ouais, non, du coup, la première fois que j'ai vraiment été concrètement face à l'angoisse, c'était quand j'ai fait ma première crise d'angoisse. C'était au lycée. J'étais en première, je crois. C'était la veille du bac blanc de français. Je m'en souviens très bien. Je pense que je me souviens toute ma vie de ce moment-là. Pardon. Dégueulasse. Je chiale pas, je pleure parce que j'ai bu du coca. Non, je rote parce que j'ai bu du coca. Je suis désolé. Et ouais, c'est hyper intimidant. Là, c'est un comme podcast truc. sans nom. C'est hyper intimidant comme format. Allez, comme livre-toi, mets-toi à nu, là, s'il te plaît. On te regarde. La première fois que j'ai vraiment fait une crise d'angoisse, c'était le soir chez moi, j'étais dans mon lit et puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, j'ai eu le cœur qui a commencé à battre hyper vite et en fait, c'est surtout, et c'est ce qui caractérise encore beaucoup pour moi les crises d'angoisse. Après, je pense que c'est propre à chacun et tout et on peut dire crise d'angoisse ou attaque de panique. Pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a peut-être une fine différence entre les deux, mais je vais dire les deux pour parler de ça. La crise d'angoisse, en fait, c'est ton cerveau qui envoie un message de il y a un truc qui va pas. Genre fuis, genre barre-toi, cours, il y a un danger imminent et qui du coup impacte ton corps,
qui va réalimenter cette idée. En gros, tu as ton cerveau qui t'envoie un signal de détresse, du coup ton cœur il s'accélère, ta respiration elle se coupe, du coup ton cerveau il dit putain pourquoi j'ai le cœur qui accélère et tout, il y a un truc qui va pas, du coup il accentue cette sensation de panique et c'est vraiment en fait c'est pour ça que le nom attaque de panique il est vraiment assez imagé là-dedans où c'est très soudain et c'est en fait c'est ton cerveau primitif qui prend le dessus en mode il y a un danger, comme si tu te faisais attaquer par un truc ou que tu étais vraiment dans une situation de danger immédiate. Et sans m'en rendre compte, vraiment très inconsciemment, en 2 secondes, je me suis retrouvé en bas dans la chambre de mes parents à leur dire je vais pas bien, là il y a un truc qui va pas. Mais vraiment, dans ma tête, je me suis TP. Genre, j'ai l'image de moi dans mon lit qui me redresse en mode ça va pas, et l'image de moi en bas pour prévenir mes parents que ça allait pas. Et du coup, voilà. Après, encore une fois, les crises d'angoisse et les attaques de panique, c'est différent à chacun. Ça peut prendre différentes formes. Je pense que tout le monde dans sa vie, enfin, je pense, et aussi en parlant après à des professionnels qui me l'ont confirmé, il y a genre 80% de la population. Quoi? Je dois éternuer. Je crois que t'étais choqué par ce que je disais, genre. 80%. C'est énorme. 80%, c'est énorme, Choqué des chiffres. Non, en vrai, il y a une grande majorité de la population qui a déjà fait une crise d'angoisse ou une attaque de panique, sous différentes formes. Mais au moins une fois dans la vie, c'est arrivé à plein de gens, quoi. Et mais du coup, moi, voilà, c'était la première fois que ça m'est arrivé. Et en fait, les crises d'angoisse, quand ça devient quelque chose vraiment de... Ça peut être quelque chose de pas trop régulier. Et dans ce cas-là, c'est juste comme ça et puis ça arrive et ça passe. Mais quand ça devient vraiment quelque chose de fond, plus les crises d'angoisse sont régulières, plus elles sont longues et impressionnantes et ont du mal à redescendre, quoi. Comme ma bite. Et du coup... Je me disais, ça devenait trop sérieux. Et du coup, bon là c'était la première fois. Et je me souviens que après ça m'est réarrivé de plus en plus régulièrement. Les crises d'angoisse, mais sauf que ça prenait vraiment des proportions assez grandes, quoi. Enfin, plus ça avançait, pire les crises étaient. Et en fait aussi, il y a quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, ces crises qui sont un peu passagères et qui t'impactent que sur le moment où tu les fais, ça devient quelque chose de quotidien. En fait, t'as un truc quand tu fais des crises d'angoisse où tu as, je ne sais pas expliquer exactement pourquoi, mais c'est hormonal, c'est vraiment un truc qui se passe dans ton corps. Mais dans la journée qui suit une crise d'angoisse, ça me le fait encore un peu maintenant, tu as cette impression de déréalisation. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, mais la déréalisation, c'est un vrai terme qui est utilisé et ça concerne pas que l'angoisse, ça concerne d'autres pathologies mentales qui ont aussi ce truc-là, où tu te sens un peu déconnecté de la réalité. En fait, c'est trop bizarre à expliquer. Mais t'es un peu brumeux, quoi. Genre, t'as l'impression d'être en dehors de toi et de pas vraiment vivre ce que tu vis et d'avoir un filtre qui est devant tes yeux et qui fait que tu ressens pas et tu vois pas vraiment ce qui se passe. Et du coup, ça devient un quotidien. Sauf que du coup, toute la journée, t'es impacté par ça, donc t'es pas bien, donc t'arrives le soir, tu rumines des pensées négatives qui t'amènent à être angoissé, à refaire une crise d'angoisse, qui vont faire que... Et en fait, c'est un cercle vicieux comme ça, jusqu'au moment où je me suis dit que ça allait vraiment pas parce que ça m'impactait toute la journée. Et puis même en termes de... Bah, du coup, t'es fatigué parce que la nuit, tu dors pas, t'es angoissé. Sur le moral, forcément, bah, ça pèse, quoi, parce que t'es juste en mode... ça va pas. Enfin, il y a un truc qui va pas et tu sais pas ce que c'est. Et tu sais que la nuit d'après, elle sera horrible parce que tu vas refaire une crise d'angoisse. Donc, t'as plus envie d'aller... Enfin, moi, je retardais l'heure d'aller me coucher parce que je savais que j'allais me mettre dans des conditions où potentiellement j'allais faire une crise d'angoisse. Et en fait, aussi pour info, les 2 moments de la journée où on est le plus propice, enfin qui sont le plus propices à faire des crises d'angoisse ou être angoissé, c'est le matin. Parce que la nuit, ton corps, il remet tout à jour, donc toutes les hormones et tout, etc. Donc le matin, quand tu te réveilles, tu as une grosse production d'hormones, notamment l'hormone du stress, qui fait que potentiellement, tu es exposé à faire des crises d'angoisse. Et le soir, parce que tu as toute ta journée qui rumine dans ton cerveau, et tout, etc. Et tu n'es plus occupé, donc tu es juste face à tes pensées, et c'est ces pensées-là qui vont pouvoir déclencher une crise d'angoisse. Je sais pas si vous avez je parle beaucoup, du coup, ça va faire bizarre, je vais énormément parler. C'est le but, non? Ouais. Bah voilà. Vous avez des questions sur les crises d'angoisse? Non. Non, Ça vous est jamais arrivé à vous de vivre ce genre de choses? Non, pas sous une forme aussi, pas en version ultime, comme Ouais. dit plutôt. Ouais. Non, moi c'est plus du stress et je pense que c'est juste du stress. Enfin, de toute façon, l'angoisse et l'anxiété, c'est du stress. Enfin, ça arrive avec le stress, je pense. Je suis pas qualifié, je n'en sais rien. Mais non, mais c'est. Moi, je sais que quand je me sens pas bien et que je stresse fort, genre j'ai froid de Ok. fou, j'ai super froid et je transpire.
Genre, Ouais. j'ai des sueurs froides. Ouais. J'ai des sueurs froides et je soupire comme un ouf. Genre, j'ai un peu de mal à respirer et je suis C'est un peu le souffle coupé. vraiment, je suis vraiment ok. pas bien en me prenant la tête comme ça. Et moi, ça se manifeste juste par des sueurs froides extrêmes Ouais. où je suis congelé vraiment. Ok. Mais ça arrive pas au point. Enfin, ça redescend assez vite en général. Mais j'ai jamais eu de gros moments où j'étais en mode, là, ça va pas du tout. Ok, ouais. Je vais canner quoi. Ouais, oui. Ouais. Et toi, Félix? Bah, moi, écoute, c'est arrivé récemment. Mm. Ça m'arrivait pas. Enfin, genre, ça m'est vraiment arrivé cette année, quoi. Ma Ouais. toute première. Dès que j'ai commencé à faire face à des questions d'avenir et de responsabilité très fortes, où en gros, j'étais en train de potentiellement considérer de quitter mon travail, de reprendre les études. Et je me suis retrouvé face à. Enfin, j'étais avec ma copine qui était avec moi, qui me dit bon, bah vas-y, on va regarder on va regarder sur internet pour trouver une formation, un truc comme ça. Et je me suis senti d'un coup genre oppressé, mais un max, et j'ai vraiment commencé à paniquer par les sueurs froides, le cœur qui bat à mort, et j'avais envie de tout jeter, tout dégager. En fait, vraiment, genre, j'étais dans mon canapé à côté de la fenêtre, si je pouvais sauter par la fenêtre, je l'aurais fait. Ouais. J'ai vraiment, enfin, je me revois comme ça à me dire non, je peux pas, genre vraiment en boucle, comme vraiment terrorisé. Ouais. Et j'avais presque envie de frapper dans le mur. Vraiment, j'étais dans un. En plus, c'était la première fois pour moi, donc pareil, je réalisais pas trop ce qui se passait. Et après, j'ai fondu en larmes parce que bah, c'est bizarre, tu vois, ça t'arrive. Ouais, oui. C'est une sensation super particulière. Et en fait, les seules fois où j'en ai eu, c'est toujours avec ce même problème de bah tiens, en fait, c'est un changement de stabilité, enfin, Ouais. sortir de ta stabilité, enfin, réfléchir à ça, sortir d'une stabilité, de ton quotidien, et de repartir un peu genre dans le vide. Et j'avoue que là, ouais, c'est les seules fois où ça m'arrive, c'est là-dedans. Après, j'ai régulièrement aussi des trucs de déréalisation, mais sans réel contexte, Ouais. on va dire. Je pense que juste si un jour je suis dans un mood assez particulier, un poil négatif ou triste, ça m'arrive souvent, ouais, je suis dans la rue ou je suis chez moi et j'ai une grosse phase où je suis pas là, je suis un peu comme de l'extérieur, Ouais. et j'ai un peu l'impression que tout est faux autour de moi, rien n'existe réellement. C'est aussi particulier, mais bon, ça, je l'ai eu depuis un peu plus longtemps quand même. Ouais. Bah, Mais c'est. voilà. En fait, ouais, c'est ce que je disais. C'est un truc qui touche au-delà de l'anxiété. La déréalisation, c'est un vrai terme aussi qui touche Ouais. les gens. Du coup, vous, vite fait, est-ce que vous avez déjà aussi. Vous reconnaissez un peu dans ce qu'on a dit sur les crises d'angoisse, d'avoir ressenti dans des moments des choses comme ça? J'ai pas de souvenir particulier sur un ressenti de crise d'angoisse. Alors oui, j'ai déjà eu peur pour des trucs, mais jamais au point de me dire c'est une crise d'angoisse. Après, je pense que je suis le type de personne qui peut facilement refouler ce qui lui arrive, enfin, ou juste se dire ah en fait non non tranquille ça va, tout va bien. Par exemple, je fais des voyages à vélo, comme je le dis à chaque podcast, et ça m'arrive de me retrouver genre sur une autoroute ou en plein milieu d'un périph' à 4 voies, et tout va bien. Tout va bien. Mais parce que. Et là, dans ces cas-là, la situation est tellement merdique que si je fais une crise d'angoisse tout de suite, bah, je vais pas m'en sortir. Du coup, c'est possible que intérieurement ça chauffe, mais que je ne le ressens pas de manière consciente. Par contre, je sais que j'ai des plaques sur mon petit corps. C'est pas improbable que ce soit dû. C'est des plaques comme genre chez le comme docteur. du psoriasis, Il y a par écrit. exemple. Non, je déconne, c'est du chocolat. Ouais, lié au stress, ouais. Bah, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça. On me dit souvent que c'est très compliqué de diagnostiquer des problèmes de peau. Ouais, un oui. médecin va te dire un truc, l'autre va te dire autre chose. Mais la moitié va me dire que c'est du psoriasis et que c'est lié au stress. Ok. Voilà. L'autre moitié va me dire que c'est autre chose, mais une moitié va me dire que c'est ça. Et c'est possible en soi. De manière globale, du coup, on voit que l'angoisse et l'anxiété, ça peut prendre plein de formes différentes. Genre, toi, c'était un peu un sentiment d'être d'être oppressé, et puis un peu de l'énervement et tout, et puis un craquage de nerfs. Exact. Toi, comme tu disais, des chaleurs, des sueurs chaleurs. froides. Des chaleurs. Il y a Et aussi aussi le- genre j'ai besoin d'extérioriser un truc. Ouais. Genre je sais que ça m'arrive souvent de genre hurler dans un coussin Ouais. pour. Non, mais c'est un vrai truc. en vrai. Ouais, non, mais Il hurle dans un pot qui referme, et après il l'ouvre et le pot il fait.
comme ça. C'est des casseroles. Ouais. Et mais voilà, en fait, ça prend plein de formes différentes. Je pense que c'est aussi une question de tempérament et de psychologie de chacun. Mais c'est pour dire qu'en fait, tout le monde est un peu face à ces sentiments-là et ces sensations-là à un moment dans sa vie, sous différentes formes. Et en vrai, l'angoisse et l'anxiété. En fait, tu disais, enfin, je sais plus qui a dit, je suis stressé des fois. En fait, le stress, pour moi, c'est un truc qui est temporaire et qui est justifié. Genre, le stress, c'est avant un examen ou avant un événement important ou pour un truc tout simplement. Le stress, en fait, moi, on m'avait expliqué que le stress, c'est une sensation nécessaire à la survie. Si tu ne stressais pas en situation de danger, tu serais mort si tu n'aurais pas d'instinct de survie. Là, c'est ton corps qui te dit, OK, là, il faut fuir et qui optimise tout pour que tu puisses juste fuir. Alors que l'angoisse et l'anxiété, c'est comme un stress qui est prolongé sur une plus longue période et surtout qui n'est pas justifié. Et en fait, moi, quand je fais des crises d'angoisse, c'est ça le truc, c'est que mon côté raisonnable, c'est ce que je disais, en fait, c'est le cerveau primaire, le cerveau reptilien qui prend le dessus et tout ce qui est raisonnable et sensé, en fait, est totalement mis au second plan. C'est pour ça que quand je fais des crises d'angoisse, enfin j'ai fait des crises d'angoisse où je répétais, j'arrêtais pas de dire non mais là je vais mourir, genre là c'est sûr que je vais mourir, alors que si tu réfléchissais, machin, etc., un peu de manière cohérente, mais en fait, dans ces cas-là, la raison, elle est totalement mise de côté et t'es pas raisonnable. T'es juste en mode instinct de survie. Et là, il faut que je fasse en sorte de ne pas mourir parce que c'est sûr que je vais mourir. C'est dur à expliquer en fait pour quelqu'un qui l'a jamais vécu, mais t'as vraiment ce truc-là de t'arrives pas à être raisonnable parce que tout dans ton cerveau et dans ton corps te dit qu'il y a un danger imminent. Pour moi, c'est ça, et c'est un truc qui arrive aussi dans la journée. Et du coup, j'ai eu ça au lycée et ça s'est poursuivi de plus en plus avec de plus en plus de crises d'angoisse et pendant la journée, j'étais de plus en plus impacté par ça. Jusqu'au moment où ça devenait plus possible. Enfin, c'était chiant, c'était dur de vivre avec ça et tout. Enfin, je profitais plus de la vie, quoi. J'étais juste en mode, bon, bah, ça, j'espère que je vais pas faire une crise d'angoisse si je vais à cet événement. J'espère que je vais pas être stressé. Ou quand je faisais des trucs, je sortais ou quoi, ça me stressait, etc. Du coup, j'en ai parlé. Et enfin, ça devenait vraiment, vraiment très, très prenant. Et au début, je voulais pas aller voir quelqu'un parce que, en fait, je me disais: «Bah, c'est du stress, quoi». Enfin, tout le monde est stressé, tout le monde est anxieux à un moment dans sa vie. Mes parents étaient en mode: «Ouais, mais nous aussi». Enfin, ma mère m'a dit: «Ouais, moi aussi, ça m'arrivait de faire des crises d'angoisse et cetera». Mais en fait, moi, c'était vraiment devenu, constant. Il y avait pas un moment dans ma journée où je me sentais pas angoissé, où j'avais toujours cette toile de fond, où je me disais: «Il y a un truc qui va pas», et c'est sûr, et où la nuit je faisais des crises d'angoisse. Et en fait, pour expliquer un peu au quotidien, même si la journée je faisais pas des crises d'angoisse, j'avais cette impression permanente que d'un instant à l'autre j'allais péter un plomb, quoi, que j'allais devenir fou et que j'allais dérailler. Parce qu'en fait, tu as cette peur là où tu te dis: «Mais putain, à tout moment je fais une crise d'angoisse et mon cerveau il déraille comme il a fait hier et je suis plus du tout raisonnable». Et cette peur de devenir fou, c'est un truc que j'ai beaucoup partagé avec d'autres gens avec qui j'ai parlé d'angoisse et d'anxiété, qui ont ce truc-là aussi de se dire: «Putain, mais je suis en train de devenir fou, en fait». Parce que tu te reconnais pas. Moi, quand je repense à mes crises d'angoisse, je me reconnais pas, et pendant un moment, je m'enregistrais quand je faisais des crises d'angoisse où je me décrivais ce que je ressentais, ce que je voyais, et cetera, et je les réécoutais après coup. Je me disais: «Mais enfin, tu te reconnais pas, quoi, tu es totalement ailleurs et tu es en panique». Bah, comme des gens, des fois à qui tu peux parler, qui sont paniqués et du coup, ils sont pas cohérents dans ce qu'ils te disent et tout, et tu as du mal à comprendre ce qui va pas, et cetera. Moi, c'était pareil, et du coup, la journée, j'avais ce truc-là de sentiment de, à tout moment, je vais péter un plomb et puis, ça y est, quoi. Et il faut savoir que la peur de devenir fou est, quelque chose qui arrive souvent dans ces genres de pathologies. Mais moi, on m'a dit: «Mais en fait, si tu peur de devenir fou, c'est que t'es pas fou». Genre les fous, entre guillemets, comme on l'entend, les vraies pathologies mentales, qui font que vraiment tu t'es plus cohérent et tu as vraiment un problème, ils s'en rendent pas compte, et c'est le problème. Enfin, ce qui fait que, on parle de folie, en fait, au sens, littéral du terme. Il y a, Orelsan dans une chanson qui dit: «Demande à un fou s'il est fou, tu verras ce qu'il te répond». Et en vrai, c'est un vrai truc pour le coup, c'est une peur qui est incohérente. Voilà, juste, petite parenthèse là-dessus. Mais du coup, ouais, j'en étais arrivé à un point où ça me pesait vraiment beaucoup. Je suis allé voir, une psy, alors il y a psychiatre et psychologue, Psychiatre de la rime. c'est ça. Psychiatre, c'est, plus un côté, psychiatre, c'est plus un côté, clinique, ouais, vraiment médical, voilà. Et psychologue, c'est plus sur la psyché du coup et sur les réflexions, et c'est moins clinique, on va dire.
Donc au début, j'ai vu une psychologue on m'a diagnostiqué. Alors, je prends toujours des guillemets avec ça. Et c'est marrant parce que je suis du genre à plutôt vouloir qu'on reconnaisse les maladies mentales et les problèmes mentaux, etc. Et voilà, et assumer tout ça. Mais moi, j'ai du mal à me trouver de la crédibilité dans ça. Parce qu'en gros, on m'a dit, oui, tu as un trouble anxieux, un trouble de l'anxiété généralisée. Et du coup, moi, je me suis dit: «Mais en fait, ça veut juste dire que je suis angoissé». Enfin, chez les autres, j'ai aucun problème, je crois tout à fait, je trouve ça tout à fait légitime. Mais moi, j'avais un peu l'impression que c'était pas légitime, quoi. Donc j'ose rarement dire, «Ouais, j'ai un trouble anxieux généralisé», comme je pourrais dire, «J'ai, un diabète» ou «J'ai, une dépression» ou un truc comme ça. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas justifié et que, voilà, je peux pas me «cacher derrière ça» entre guillemets, pour dire, «Bon, bah, voilà, c'est tout, j'ai ça et c'est comme ça». Mais en même temps, d'un autre côté, c'est la bonne chose à faire d'en parler parce que, tu mets des mots déjà sur les choses et ça aide. Tu vois, le truc de déréalisation, je savais pas ce qui se passait. J'étais en mode: «Waouh, qu'est-ce qui m'arrive et tout?» Et j'en ai parlé, on m'a dit: «Bah, ça, c'est de la déréalisation». Donc tu as un mot déjà à mettre dessus et ça aide vachement à dire: «Bon, bah, je suis pas juste en train de dérailler, c'est quelque chose qui est connu, au point qu'on ait mis un nom dessus et que plusieurs personnes connaissent ça». Donc ça m'a aidé quand même d'avoir ce mot dessus. On m'a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé et une dépression qui était liée à ça parce que forcément, comme je disais, bah, tu es en dépression, donc enfin, t'es pas bien, donc du coup, ça joue sur le moral et c'est un cercle vicieux. Donc on m'a diagnostiqué ça. Heu et après, on a continué à essayer un peu, de s'en sortir, je dis «on» parce que j'étais chez mes parents, donc c'était beaucoup avec eux aussi et cetera. Ma mère m'a beaucoup poussé, mon père aussi à faire ça. Mon père, a pris rendez-vous pour moi, enfin m'a conseillé des professionnels de santé et cetera. Et du coup, pendant mon année de terminale, il y avait un moment où, en fait, il y a un moment où tu as un peu tout essayé. J'étais allé voir un psychologue, mais qui faisait que me raconter sa vie. Enfin, chacun a une approche différente des psychologues et des psychiatres. Mais moi, chez le psychologue, j'avais juste l'impression, de raconter ma vie et derrière il me donnait des citations, de bouquins ou de films et puis, c'est tout, quoi. Je me disais: «Bon, ça sert à rien». Il y a un moment où, je suis allé voir non, il y avait un mec, en ligne qui proposait des formations, enfin pas des formations, mais genre un programme pour, lutter contre l'anxiété, pour régler l'anxiété en un mois avec, des modules et tout et cetera. Et ça me fait énormément de peine parce que ma mère, vraiment dans une envie de m'aider et que ça aille mieux, a commandé la formation. Mais bien sûr que c'était une arnaque. Le gars, on n'a jamais reçu de truc et tout et franchement, ça me fend le cœur de ma pauvre mère qui a envoyé des mails et tout au gars en mode: «Vous m'avez pas envoyé, on a payé, vous m'avez pas envoyé le truc et tout». J'étais en mode: «C'est trop gentil» parce qu'elle voulait juste m'aider mais, on s'est juste fait avoir, quoi. Donc ça marche pas, ça marchait pas non plus et après j'ai vu une infirmière, en externe qui avait son cabinet, à part et du coup, cette personne m'a prescrit, des antidépresseurs et j'en avais déjà un peu parlé, dans le podcast sur la dépression. Du coup, pendant mon année de terminale, j'ai été pendant, 1 an jusqu'à la fin, après le bac, sous antidépresseurs. Donc qui ont été commencés à petite dose et puis, ensuite, mis à la dose, max. Enfin, à la dose max pour un un gamin de 18 ans. Très mauvaise idée, vraiment. J'ai trouvé En général, ouais. en général, prescrire à quelqu'un d'aussi jeune des antidépresseurs sans m'avoir, j'étais pas orienté vers les autres, solutions qui après m'ont vraiment aidé. En fait, je sais plus si j'avais déjà dit, mais pour moi, vraiment les antidépresseurs, c'est une béquille qui va t'aider à supporter ce handicap, mais c'est pas ce qui va te soigner. Ce qui va te soigner, c'est de faire de la rééducation chez le kiné quand tu te casses une jambe, tu vois? Enfin bref. Là, j'étais juste sous antidépresseurs, sans suivi derrière et Heu, sans logique, quoi. C'est juste on me filait les antidépresseurs, comme ça j'étais plus angoissé. Sauf que j'étais plus angoissé, mais j'étais plus heureux, j'étais plus triste, j'étais plus rien. Pendant 1 an, j'étais, lissé, de tous les côtés, et vraiment, ouais, tu es plus angoissé, mais en fait, enfin, je l'avais déjà dit, je pense, mais au lieu que tes émotions fassent, des grands hauts et des grands bas, bah, c'est juste une ligne droite. Tu ressens, rien mais sauf que c'est pesant aussi et du coup, tu arrives à un moment où, tu as 18 ans, tu
t'as déjà, sur ce que je disais tout à l'heure, un peu un truc de l'imposteur où tu te dis, un truc qui revient souvent aussi quand tu parles d'angoisse ou d'anxiété avec les gens, et c'est que les gens te disent: «Ouais, mais j'ai pas à me plaindre». Genre, il y a pire que moi et tout, OK, les gars qui font la guerre dans leur pays ou qui ont 15 ans et qui sont handicapés, machin ou quoi, à cause d'une mine, et cetera. Mais en fait, c'est faux parce que chacun a son référentiel à soi. Si toi, t'es pas bien, c'est que ça compte pour toi et que c'est important pour toi. Et l'argument de dire «Ah, c'est bon, je devrais pas, je suis pas légitime à pas aller bien», bah, c'est totalement faux. Tu pourras pas régler le truc comme ça. Mais donc, tu as vraiment ce truc-là. Et du coup, j'en suis arrivé à un moment où j'avais 18 ans, j'avais essayé de voir plusieurs psys, ça n'avait pas fonctionné, les antidépresseurs, ça aidait pas. Et tu as un peu cette impression que tu vas jamais t'en sortir. Ou tu es en mode, mais putain, je vais faire ça toute ma vie et tout, c'est pas possible. Et c'est quelque chose qui peut arriver dans beaucoup de pathologies comme ça, où au bout d'un moment, c'est une possibilité d'avoir des idées noires. Voilà, je pense que c'est important d'en parler, que ça peut toucher beaucoup de gens, etc. En fait, enfin, moi, de la façon dont je l'ai vécu, la spécificité de ça, c'est que quand tu penses à potentiellement mettre fin à tes jours, pour dire les termes, en temps normal, tu y penses et ça te fait un peu en mode wow, ok, non, vas-y, c'est flippant, je veux pas en arriver là. Et là, en fait, tu as un cheminement de pensée où petit à petit, tu te dis, mais je veux pas vivre comme ça toute ma vie. Et en fait, moi, la fois où vraiment ça m'a fait peur et ça m'a fait réagir, c'est un moment où j'ai eu ces idées noires et où pour la première fois, je me suis dit, en vrai, ça peut être une solution, quoi. Tu vois, la première fois que tu l'envisages comme potentiellement une solution au problème, c'est là que je me suis dit, ok, là, c'est vraiment alarmant. Il faut vraiment que j'en parle et il faut vraiment que je fasse quelque chose. C'est dur de le faire, d'en parler parce que tu as l'impression que tu es tout seul et que tu peux pas être aidé quoi qu'il arrive. Mais il faut le faire. Et là, la preuve, c'est qu'au final, je m'en suis sorti et je vis avec. Alors que j'ai été à un stade où je voyais aucune solution et vraiment j'étais en mode ok, ouais, il y en a qui s'en sortent, mais moi c'est différent, moi je vais pas y arriver, c'est sûr, moi je vais pas m'en sortir. Et j'ai beaucoup échangé comme ça avec quelqu'un de ma famille qui a aussi des gros problèmes d'anxiété, qui elle sortait carrément dans la rue pour arrêter des voitures pour qu'elle l'emmène à l'hôpital parce qu'elle était en mode emmenez-moi aux urgences, je vais mourir là, ça va pas du tout. Et du coup, sa vie était un calvaire parce qu'elle passait des nuits en clinique, elle était emmenée en clinique ou quoi. Et pareil, elle avait ce truc-là de je vais pas m'en sortir. Aujourd'hui, elle a un enfant, elle vit très bien, elle passe ses journées à faire des trucs, elle est sur l'île, elle va à Saint-Saul, elle fait plein d'activités, etc. Elle partage beaucoup sur l'anxiété, sur l'angoisse sur Instagram. Donc ça aide aussi de discuter avec des gens qui vivent la même chose et qui en sont à un stade un peu différent. C'est un peu ce que j'espère faire aussi avec ce podcast. Mais ouais, du coup, ces pensées-là m'ont vraiment amené à me dire il faut que je tire la sonnette d'alarme et que vraiment, quitte à se faire interner, entre guillemets, enfin le mot il fait un peu flipper, mais c'est juste de prendre du temps et de mettre ta vie de côté pour traiter ce problème-là. Parce que là, en fait, le problème était devenu tellement gros qu'il impactait sur ma vie. Puis c'était l'année du bac et tout, etc. Donc c'était compliqué de gérer ça en même temps. Et c'est là que j'ai découvert la thérapie, en fait, qu'on m'avait jamais trop expliqué. Enfin, je saurais même pas trop dire la différence avec juste le fait de voir des psys. Mais en gros, la thérapie, t'es suivi et t'as vraiment... j'ai rencontré une psychiatre qui faisait des thérapies et elle m'a un peu sauvé la vie, entre guillemets, quoi, parce que c'est elle qui m'a aidé vraiment à gérer ce problème, dans le sens où elle m'apportait des solutions concrètes à mes problèmes. Là où le premier psychologue que j'avais vu juste était en mode «Ouah, c'est pas grave, ça va aller». Bon, j'exagère en vrai, mais c'était un peu comme ça. Elle, je lui disais concrètement, il m'arrive ça. Elle me disait ok, bah faites ça. Genre, c'est très con, mais tu vois, je décrivais mes symptômes pendant une crise d'angoisse. Je disais ouais, quand j'ai une crise d'angoisse, j'ai l'impression d'avoir le souffle coupé, de plus réussir à respirer. Et elle me disait bah vous prenez une paille dans la bouche, vous bouchez le nez, vous descendez 4 fois les escaliers et vous allez voir que vous arrivez à respirer même à travers une paille quand vraiment vous en avez besoin. Donc votre cœur, enfin votre respiration va pas se couper comme ça d'un seul coup. Où je lui disais ouais, quand je suis angoissé, j'ai l'impression que ma vision se trouble un peu et d'avoir du mal à... C'est bizarre à dire, mais genre que je dois faire la mise au point pour regarder un truc. Elle m'a dit ouais, ça c'est l'effet tunnel. C'est comme quand tu te fais agresser, tu vas voir que l'arme du gars. Bah là, quand t'es angoissé, c'est pareil. Ton cerveau, il focus sur un point, mais sauf qu'il n'y a pas de danger. Donc juste toi, t'as du mal, mais c'est, tu vois, c'est expliqué rationnellement, physiologiquement.
Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'était la rééducation dont j'avais besoin, en plus des antidépresseurs qui ont aidé. C'est vraiment cette thérapie-là qui m'a permis de vivre avec ça, parce on ne guérit pas de l'angoisse et de l'anxiété quand c'est aussi présent. Je suis conscient que c'est un truc avec lequel je vais devoir vivre toute ma vie et à gérer. Mais des fois, cette pensée-là, elle est un peu lourde. Enfin, les jours où ça va pas ou quoi, et tu te dis putain, mais toute ma vie, je vais devoir, ça va finir par revenir, etc. Des fois, tu peux dire bon, c'est chiant. Enfin, je voudrais être débarrassé de ça vraiment, mais en fait, ça donne plein de. Il y a plein de bons côtés aussi derrière, dont je parlerai plutôt à la fin pour finir un peu sur une note positive. Mais ouais, du coup, elle m'a vraiment aidé en me donnant des astuces et des choses à faire. Et parmi ça, il y avait d'écrire tous les jours dans un petit carnet les choses positives de ma journée à la fin de la journée. Journal de gratitude, je sais pas Ouais. quoi là. Ouais, C'est un truc qui se fait beaucoup. ouais, truc de développement personnel. Ouais, bah ouais. Et ouais, j'avoue, j'avais un peu du mal à y croire au début. Je suis bon, Ouais, moi je. Ouais. quoi. Non, le truc de développement personnel et tout, je suis très sceptique Ouais, sur oui, les oui. méthodes. Bah, bref, là j'avais ça au milieu de plusieurs autres trucs à faire. Et en vrai, ça aide un peu quand même, dans le sens où ça te force à la fin de ta journée à te concentrer sur les moments positifs et de te dire, ah bah en fait, il y en avait. Enfin, pardon, j'ai mal à la gorge. La soif. Ouais. Tu te dis à un moment. Enfin, il a pété le canapé. À un moment, à la fin de ta journée, tu te dis putain, ma journée elle était nulle, c'était que de l'angoisse. Tu te forces à repenser, tu te dis ah, mais non, ce moment-là ça allait bien, ce moment-là ça allait bien. Et dans ce carnet, je l'ai relu il y a pas longtemps et ça m'a fait beaucoup de peine pour le mois du passé, parce que vraiment, je m'accrochais vraiment à des petits trucs. Genre, aujourd'hui, pendant les 2 heures de physique, on a bien rigolé. Je n'avais pas l'impression que j'allais devenir fou et complètement péter un plomb. J'ai relu ça, j'ai fait bah, grosse journée, dis donc. Petite ambiance. Grosse journée, c'était le highlight de ma journée ce moment-là. pas mort. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, c'était pas loin de ça, quoi. Mais du coup, voilà, elle m'a aidé à m'en sortir. Puis est arrivé le moment où j'ai dû arrêter les antidépresseurs, une fois que ça allait mieux. Et le sevrage est vraiment, sans exagérer, un des trucs les plus psychologiquement compliqués que j'ai eu à traverser, parce que du coup, tes symptômes reviennent puissance 1000, hyper fort. T'as arrêté complètement d'un coup ou juste Bah, t'as c'est arrêté pareil, tu fais des demi-doses et tu Ouais, réduis ok. petit à petit. Mais c'est ça que j'ai fait ma plus grosse crise d'angoisse, encore à ce jour, qui était. J'étais tout seul chez moi, mes parents étaient chez des amis. Et j'ai commencé à me sentir hyper angoissé. Et c'est allé à un point que je ne pensais pas atteindre, où j'ai appelé mes parents pour qu'ils reviennent de leur soirée en disant là ça va pas, venez, je vais mourir, quoi. Et vraiment, enfin quand j'y pense, c'est le plus loin où je suis allé avec l'angoisse, comme la personne de ma famille qui sortait dans la rue pour demander qu'on l'amène aux urgences. Moi, c'était ça. Genre vraiment, j'ai appelé mes parents en mode venez m'aider, ça va pas du tout. Ils sont rentrés et j'étais totalement enfin pas incohérent, mais vraiment déraisonnable, où je me souviens de moi allongé dans le canapé en train de trembler de tout mon corps, mais de manière vraiment incontrôlable. Et ça, la tremblote, c'est un truc que j'ai un peu tout le temps et qui revient quand je suis assez stressé, quand je dois parler en public ou quoi, et qu'on me donne un micro pour des présentations au boulot. Vraiment, j'ai du mal à le tenir. Bah, ça tombe bien, là, franchement. Ouais, ouais. C'est un peu un exercice. Non, mais en vrai, ça va dans le cadre du podcast pour les trucs cool, mais quand c'est une présentation orale ou un truc où je maîtrise pas, j'ai ce truc de tremblote qui revient. Et là, je tremblais de tout mon corps dans le canapé. Et j'étais en train de dire, je répétais en boucle à mon père qui était assis en face, je vais mourir là, je vais mourir. Genre vraiment, je vais mourir. Je te jure que je vais mourir. C'est dur aussi pour les parents, je pense, d'entendre ça. Ma mère, elle savait pas quoi faire. Bah, encore, t'as de la chance, tes parents ils sont médecins. Ouais. Du en coup, vrai, il y a les ça, trucs ouais. médicaux, enfin, ton Ils ont père, notre regard, c'est ils ont un notre peu un regard. Ah bloc oui. d'émotions, Oui, mais il comprend. Bah, c'est ça. Ouais, voilà. Et moi, j'avais aussi ce truc rationnel, justement, je me disais, Ouais. il est médecin, donc s'il y a un Ouais. problème, il saura gérer, tu vois. Ouais, c'est pas un gros daron à l'usine qui va dire ouais, c'est bon. Oui, tu vois. Donc, Mm. Ouais, parce que t'as le facteur aussi, oui, famille. Il y a une gestion différente de la nouvelle. Ah oui, oui. T'as facteur cheval. Hein, ouais, le facteur cheval, exactement. Et plein d'autres facteurs, d'ailleurs. Bah, Mais, ouais. mais ouais, oui, si t'as des parents qui sont beaucoup moins compréhensifs, qui vont te renfermer, enfin, tu vas te renfermer par peur d'être pris pour un fou à leurs Mhm. yeux, et tu vas enfin, ça va être pire que mieux, quoi.
ça va encore moins t'aider, je pense. Donc toi, là, c'est vrai que tu as eu ce facteur-là. Ah bah j'ai eu de la chance en vrai, enfin j'ai été beaucoup On accompagné. l'embrasse, d'ailleurs. Bah pour le coup j'ai été vraiment beaucoup accompagné par mes parents là-dessus et par mes amis, mes proches à ce moment-là qui malgré ce qui se passait restaient quand même et m'aidaient. Ma mère a tout fait, enfin cette formation en ligne, etc. Elle a cherché des solutions vraiment pour m'aider. Mon père avait plus de mal à réagir à ça, mais en fait, avec le recul, je me rends compte que c'est pas que ça l'énervait ou qu'il me croyait pas, c'est juste qu'il se sentait impuissant. Justement, lui qui est médecin et qui peut à peu près régler beaucoup de problèmes médicaux, ça, il savait pas quoi faire. Parce que il était. Mais paradoxalement, je pense que mon père est le plus angoissé de ma famille. On est tous très angoissés dans la famille, mais je pense que lui, c'est le plus anxieux. Dès qu'il a un petit problème de santé, dès qu'il y a un truc qui va pas, ça se voit qu'il est angoissé. Mais sauf qu'il a été élevé comme un daron de la génération d'avant, où il pouvait pas exprimer ça. Du coup, il renferme tout. Et du coup, ça sort juste sous forme d'accès de colère et d'accès de rage incompréhensible. Mais en fait, tu te rends compte que c'est le cas de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes aussi. Mais où c'est des gens qui renferment tout. Sauf qu'au bout d'un moment, tu t'exploses, quoi, et ça repart quand même, ça ressort sous forme d'accès de rage, et c'était beaucoup ça. Et du coup, mon père était beaucoup plus distant de ça. Mais en même temps, ça m'a aidé parce que ce soir où j'ai fait cette énorme crise d'angoisse et que j'étais en face de lui en train de lui dire je vais mourir, vraiment, je vais mourir, je me souviens de lui assis sur le canapé avec sa tablette, mais posé, et qui me disait Candy Crush. Hop. Sweet. mais justement, il était posé, il était en mode mais non, ça va aller. Et en vrai, cette rationalité que tu as en face de toi, si jamais vous avez quelqu'un en face de vous qui fait une crise d'angoisse ou quoi, c'est rassurant pour la personne qui fait la crise d'angoisse d'avoir quelqu'un en face Ça, qui ne panique pas. oui, voilà, ça va pas aider de paniquer Oui. en même temps. Bah c'est ça, parce que du Ouais. coup tu dis putain l'autre il panique, ça veut dire que j'ai vraiment l'air d'aller pas bien, donc ça veut dire que je vais pas bien, et du coup tu paniques Ouais. encore plus. Après je dis ça, c'est dur quand tu as quelqu'un qui fait une crise d'angoisse en face de toi, c'est dur de savoir réagir au début, surtout si tu sais Ouais, pas ouais. trop ce que c'est. Mais enfin, c'était pas une crise d'angoisse, mais la fois où mon étagère elle s'est cassée la gueule là. Il y avait Brunella qui était là aussi. Elle a paniqué de fou, furieux, parce qu'on trouvait pas le chat et tout. Et en fait, sa panique, Mm. enfin moi ça m'a fait, enfin j'étais dans la compréhension aussi, mais elle a tellement paniqué que ça m'a fait Bah paniquer. oui. Et du coup, je lui ai dit calme-toi Non, parce mais que là, ça n'arrange absolument rien. les Si tu émotions te sont. calmes pas, on va. Les émotions, ça se communique de fou, Ouais. hein, tu Mm. vois bien. Moi, je le racontais la dernière fois sur la rupture. Mon ex qui était tellement négative que tu rentres dans la pièce, tu le sens tout de suite, Ouais, tu bah vois, oui. et tu devenais négatif. C'est ultra communicatif. Donc, c'est vrai que. Après, c'est une sacrée lutte aussi pour justement pas succomber Ah ouais, à c'est ça, hein. clair. Ton hein. père, il aurait pu paniquer. Ah oui. Et Bah, il big aurait pu up à lui. paniquer et surtout il aurait pu s'énerver vu Ah oui. son Sa manière de gérer. caractère, tu Ouais. vois, sa manière de gérer Tu d'habitude. aurais mis des golden, là. Non mais tu vois, mon père comme il est médecin, encore une fois, on a énormément d'argent. Non, comme il est médecin, mon père comme il est médecin, quand on arrivait en disant je suis malade, il disait mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça Et l'énervait. après, il passe ses Tu journées vois, dedans c'est aussi. ça, voilà, il passait T'as ses pas envie. journées et il rentrait et nous on était malades et il réagissait, mais il nous soignait, mais tu vois, ça l'énervait. Et Carte là, vitale. là, il avait compris. C'est toi qui l'as fait. 35 Va à ta balles. chambre, stérilise ta chambre. Non mais là, il a réagi calmement et je me dis, il avait compris en fait que c'était la chose à faire. Et si jamais vous êtes en face de quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, chacun gère différemment, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, en vrai, les techniques qui paraissent cons et faciles, mais qui fonctionnent, genre la cohérence cardiaque. Moi, j'avais une appli Bougnat dans où la gueule. une prise du sommeil. Moi, j'avais une application où tu as une boule qui monte, qui descend. Tu dois inspirer quand elle monte, expirer quand elle descend. En vrai, ça force ta respiration, donc ça force ton cœur à se ralentir. Et ça enlève ce facteur de cœur qui s'emballe. Et aussi, moi, ce qui marchait très bien dans ces cas-là, quand tu as une crise d'angoisse, c'est te concentrer sur une chose que tu vois, sur une chose que tu entends, sur une chose que tu touches. Vous avez vu Vice Versa 2 ou pas au film? Non. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Au moment où elle se remet de sa crise d'angoisse, Attention, spoiler. Hein. au moment où elle finit sa Spoiler. crise Elle est d'angoisse, angoissée. t'as un plan sur genre la lumière qui perce Ouais, à ouais. travers, elle qui recommence à entendre les gens et ses mains sur le banc. Et je me dis, mais putain, c'est pour ça que ce film est hyper réaliste pour le coup, parce que t'as vraiment ce truc de te reconcentrer sur tes sensations pour renouer avec ce que tu ressens et pas être juste dans une spirale infernale. Mais en vrai, enfin, alors, je trouve que Vice Versa 2, pour le coup, sans réellement connaître l'anxiété, c'est aussi le fruit d'une prise de conscience de notre génération, en Oui. quelque sorte. Là où, comme tu disais, des personnes comme nos parents ont été élevées, pas à la dure, mais dans un truc de sois jeune, tais-toi, et
encaisse, exprime pas trop, encaisse. Là, on est sur une libération de la. On en parlait pour l'hypersensibilité, mais il y a une vraie prise de conscience dans notre génération et je pense que ça tend à s'améliorer, ou peut-être pas s'améliorer, mais dans le plus trouver des solutions plus faciles et éviter le mal-être de certains. Je trouvais ça cool que Vice Versa 2 traite de sujets comme ça. Ah, c'est un super film à montrer pour des gens angoissés, vraiment. Et tu te rends compte que, enfin, moi je me rends compte vraiment que l'angoisse et l'anxiété, ça concerne tellement de gens et c'est à la base de beaucoup de problèmes chez les gens. Et ça prend encore une fois des formes différentes. C'est pas comme ça que je me suis dit qu'en fait mon père il était juste hyper angoissé. Mais c'est juste que lui il s'énerve et il fait la gueule, il se renferme sur lui au lieu de. Voilà, là où ma sœur elle fait des crises de larmes et puis pareil elle part un peu dans un truc hystérique de plus contrôler ce qu'elle dit, plus contrôler ce qu'elle fait. Et. Mais du coup, ouais, j'ai eu ce truc-là où à la fin du lycée, j'ai arrêté les antidépresseurs. C'était très dur, mais au final, t'arrives à t'en passer. Et une chose qui m'aide un peu aujourd'hui, parce que quand il y a un moment dans ma vie où je fumais et où je me suis arrêté. Oui. De la bonne bœuf. Et non, c'est pas vrai. Bah, la seule fois où j'ai pris de la drogue, j'ai fait un bad trip. J'ai plus jamais refumé derrière. De la kétamine, pour le coup. Voilà, intraveineuse. Du crack. On dit tout ça parce que Mais non, ses mais parents non, c'est vont pas écouter sûrement. Donc, Non, mais je fumais pendant un moment et je fumais pas mal. Je me faisais un bon paquet par semaine. Je carburais bien, quoi. Vraiment. Énorme fumeur. Ah ouais, une cheminée. Et mais en fait, je me dis, dans ces cas-là, quand je me dis qu'il faut que j'arrête un truc, je me dis, bon, j'ai réussi à arrêter les antidépresseurs, je peux arrêter la clope. J'ai cet argument de me dire, bon, je peux me passer de ces choses-là qui me paraissent essentielles, mais en fait, une fois que c'est bon, tu te rends compte que c'était pas vital non plus, quoi. Mais c'est dur, hein, c'est hyper compliqué. Moi, je fumais que depuis 2 ans, donc voilà, c'est pas pareil pour quelqu'un qui fume depuis toute sa vie, puis tout le monde est différent. Mais voilà, d'avoir arrêté les antidépresseurs, j'ai un peu cet argument de me dire, en vrai, j'ai réussi à le faire. J'ai quand même une certaine force mentale pour réussir à faire des choses. Ouais. Et après, je me suis installé sur l'île, tout seul. Ce qui a été une période de bonne rechute aussi, où en fait, je suis arrivé tout seul sur l'île, pas mes parents à côté. Je connaissais personne, je devais commencer à me débrouiller tout seul pour aller en prépa et tout, etc. Et j'ai eu une grosse période où j'étais à nouveau très angoissé, pardon. Je me souviens qu'un soir, il y avait la soirée d'intégration, où tout le monde allait, et c'est là que tu rencontres tout le monde, que tu te fais des potes et tout pour la prépa. Et les gens y allaient en métro. Sauf que moi, j'avais peur du métro. De base, en dehors de l'angoisse, j'ai assez peur des espaces clos et d'être restreint. En fait, c'est même pas des petits espaces, c'est Tu genre vois pas le soleil, le ciel dehors. Bah, et puis d'être coincé, tu vois. C'est pareil dans une foule, je suis pas à l'aise. C'est pour ça, j'ai un truc très paradoxal où j'adore les concerts et les festivals. Mais quand je suis au milieu de la foule, je vais passer tout le concert à regarder comme ça autour. En me disant, ok, donc là, s'il y a un problème, je peux me faufiler là, je peux partir par là et tout machin. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à être devant. C'est pour ça que j'aime bien le slalom ou des trucs comme ça. Parce que tu peux être proche, mais sans être serré. Ou à Maneskin, on était assez proche. Mais les gens derrière poussaient pas. Et je savais que le public faisait que si je voulais partir, je pouvais partir. Et c'est pour ça que j'aime pas aussi les attractions. Parce que j'aime pas le fait d'être enfermé dans un truc. Et ce qui m'a amené à un moment où on allait au centre, à Bagatelle avec le centre aéré. Et moi, j'accompagnais mon groupe parce que je commençais à bosser, donc j'osais pas dire que j'aimais pas les attractions. Et j'ai dit, bon, allez, je vais prendre sur moi, ça va aller et tout. Et on est arrivé, même pas devant une grosse attraction, on est arrivé devant les petites nacelles qui font le tour du parc tout doucement, mais qui sont en hauteur. Donc, s'il y a un problème, tu ne peux pas partir. Tu peux pas sauter du truc, c'est en hauteur et ça va hyper doucement. Et là, d'un seul coup, j'ai dit à ma collègue, non, mais je peux pas le faire. Je peux pas le faire, faut chercher quelqu'un d'autre, je vais pas le faire et tout machin. Donc j'ai eu de la chance parce que les gens étaient hyper arrangeants, on a réussi à trouver un autre anime et tout machin. Mais en fait, c'est là que je me suis dit, il faut que je sois honnête dès le début pour pas me mettre dans des situations comme ça. Faut pas que je sois genre, bah non, ça va aller. Et puis en fait, derrière, j'ai niqué le truc juste un peu plus tard. Si je l'avais dit de base, les autres années, je disais, moi, j'aime pas. Ils me mettaient avec les plus petits et je faisais les Et attractions. moi, j'allais à Bagatelle et voilà. je faisais les trucs avec les loopings. Voilà. Mais je m'en C'est fous. c'est comme ce qu'on avait dit dans le truc de l'hypersensibilité. Enfin, moi, je me souviens plus ce que vous aviez dit, vous, mais moi, j'avais dit que justement, genre, cette situation, si je sais que ça va me mettre mal, Ouais. je le dis tout de suite Oui, et je bah le oui. fais pas, tu vois. Mais c'est Je ça. me mets pas en danger, je fais pas de trucs qui m'mettent inconfortable et je fais pas de trucs qui me rendent mal à l'aise. Mais du coup, ouais, quand je suis arrivé à Lille en prépa, il y avait une soirée d'intégration, il fallait prendre le métro pour y aller. Et je n'ai pas pris le métro parce que ça m'angoissait de base et j'étais dans une période où j'étais hyper angoissé. Donc j'ai marché
45 minutes dans l'île pour aller à la soirée, sans le dire à personne, parce que j'étais en mode c'est la honte, je vais pas... enfin, comment tu veux justifier ça? J'avais juste dit ouais, je serais chez un pote pas loin, donc j'irai direct après. Pas du tout, j'ai juste marché 45 minutes pour y arriver. Et les premiers mois à Lille, je ne prenais jamais le métro. Je me débrouillais toujours pour me déplacer à pied. Parce que j'avais quand même peur d'être coincé dans le métro et puis d'un seul coup de faire une crise d'angoisse et de pas pouvoir sortir du métro. Surtout qu'à une époque, ça arrivait tout le temps. Que le métro soit bloqué. Ouais. Ouais. J'ai déjà passé une petite demi-heure. le Ouais, métro, ouais. dans un tunnel noir, sans rien, Ça, sans aération. littéralement. Mais encore maintenant, ça me met assez mal à l'aise en vrai parce que quand on est rentré de Rock en Seine, on était dans un bus où il y avait. Tu t'étais serré, tu mais pouvais là, c'est pas encore bouger. pire parce que tu sors d'un événement. C'est ça. C'est l'horreur. Et on était coincés. Et pareil, moi j'ai ce truc de me dire putain, je peux pas partir là s'il y a un problème. Et ça m'angoisse un peu quand même. Mais ouais, arrivé à Lille, j'ai eu beaucoup ça et j'ai eu beaucoup d'angoisse par rapport à ça et par rapport au fait qu'il m'arrive quelque chose et que je sois tout seul et tout. Mais j'avais eu cette thérapie et en fait, j'ai juste refait ce que j'avais fait pendant la thérapie pour apprendre à aller mieux et ça m'a permis de surmonter cette période. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il y a des périodes où ça va moins bien, des périodes où ça va mieux. Mais quand ça va moins bien, en fait, je sais le gérer. En fait, l'angoisse, tu la traites pas, tu la supprimes pas, mais tu apprends à l'apprivoiser, entre guillemets. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une crise d'angoisse où vraiment ça allait pas, il fallait que je me lève et il y avait un problème. Genre vraiment, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas eu ça. Parce que je sais, effectivement, j'évite les situations qui vont potentiellement me mettre mal à l'aise et faire monter mon angoisse. Et en fait, j'ai remarqué que ça concernait tous les sentiments négatifs en général. Ce qui fait que j'évite de m'embrouiller avec des gens quand c'est pas nécessaire ou de m'énerver pour des trucs parce que la haine, la colère et tout, c'est des sentiments négatifs qui peuvent faire monter l'angoisse derrière. Pour le coup, ça m'est déjà arrivé d'être hyper énervé, de faire une grosse embrouille et derrière de m'angoisser, enfin de sentir que ça m'angoisse et que ça fait monter l'angoisse plus qu'autre chose. Donc éviter les situations où je suis pas à l'aise et je sais que ça va m'angoisser. C'est pas pour autant j'arrête d'éviter les nouvelles choses parce que je sais que je vais savoir gérer si jamais ça me stresse ou quoi et que j'ai envie de faire des nouvelles choses et que j'ai débloqué ce truc-là d'avoir peur. En fait, j'appréhende plus maintenant. Avant, j'avais beaucoup d'angoisse d'appréhension où je me disais ouais, mais s'il se passe ça, il y a ça et puis ça va mal se passer et tout. Ça m'arrive toujours. Enfin, quand t'as un événement qui arrive qui te stresse, t'as toujours un peu ce truc-là de faire des scénarios de ce qui peut mal se passer. Et moi, j'avais la psy, encore une fois, m'avait donné une technique de c'est quoi le pire scénario qui puisse arriver. Et j'étais en mode parce que je lui parlais d'un voyage scolaire où ça me stressait parce que je disais ouais, si jamais je fais une crise d'angoisse, on va pas arrêter le bus et tout machin. C'est quoi le pire scénario? Vous faites une crise d'angoisse, vous faites arrêter le bus, il y a les pompiers qui viennent vous chercher. Ok, d'accord. Concrètement, qu'est-ce que vous allez y perdre? Vous allez pas mourir, vous allez pas perdre de l'argent, vous allez pas mettre des gens en danger. C'était ton psy. Non, mais c'est un truc très terre à terre où maintenant, quand il y a des choses comme ça que j'appréhende, qui m'angoissent, je me dis, mais au pire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la pire chose qui puisse se passer? Et c'est rarement un truc. Une explosion grave, quoi. nucléaire Oui, non, mais sur voilà. la gueule. C'est qui dépend de toi, c'est rarement un truc grave ou comme ça. Et du coup, voilà, j'essaye d'éviter les situations qui me mettent mal. Et quand j'ai les premiers symptômes d'une crise d'angoisse qui arrivent, je sais maîtriser, je sais le reconnaître, je sais ce qu'il faut faire. Du coup, voilà. Ça fait que maintenant, j'arrive à gérer cette angoisse, même si y a encore des moments où ça va pas, où j'ai un peu quand même du mal à le gérer. Là, dernièrement, au mois de décembre, novembre-décembre, j'ai eu une grosse rupture, emménagement dans l'appart, nouveau boulot, beaucoup de trucs et tout. C'était en septembre, non? Ouais, en fait, en septembre, il y a eu la rupture, l'emménagement et tout. Mais en fait, septembre, octobre, j'ai eu les trucs de ouais, tu profites du nouvel appart, tu profites de refaire un peu, d'être un peu libre et tout, etc. Ouais. Mais après, j'ai eu la grosse rechute novembre-décembre, en plus avec l'hiver et tout. Ça joue aussi. Ça arrive là, ça arrive. Ça Restez arrive connecté lourd. l'équipe, ça arrive lourd là. Sortira peut-être à ce moment-là. Et j'ai eu un truc où j'étais hyper angoissé. Et là, dernièrement, maintenant, c'est plus tellement les crises d'angoisse ou quoi, mais on en parlait un peu hier. C'est la nausée et l'envie de vomir. Ouais. Genre, Vomir, c'est repartir. Ouais, mais en fait, il y a plusieurs fois, c'est hyper bizarre ce que je vais raconter, où je suis sous la douche et du coup, je réfléchis à tout ce qui me stresse et où j'ai dû sortir de la douche en courant pour gerber, mais juste de stress, quoi. C'est-à-dire que j'étais pas malade, genre je rentre dans la douche tout à fait sain et enfin, c'est impressionnant. C'est pour ça que tu te dis, faut vraiment pas sous-estimer l'effet que ton mental peut avoir sur ton corps parce que juste des pensées, ça fait que je vomis mes tripes. Après, tu peux alors vomir qu'il y a dans pas la de souci. douche. Hein. Ouais, Tu le rinces. Je suis quelqu'un qui aime bien les petites cases, moi, tu vois. Je vomis, c'est dans les toilettes.
Non, mais voilà, c'est encore des trucs qui arrivent et j'en suis conscient, mais j'arrive à le gérer et j'en fais pas ça m'inquiète pas outre mesure. Je sais que c'est parce que la période va pas, parce qu'il y a ci et il y a ça. En fait, il y a des fois où tu te dis, mais j'ai pas de raison de stresser ou d'angoisser. Et si tu cherches vraiment profondément, tu te dis, mais en fait, si, il y a ça qui arrive, il y a ça qui se passe en ce moment. Et des fois, c'est des trucs un peu abstraits, genre des changements dans ta vie ou dans ta situation. Bah, en fait, ça va t'angoisser, même si c'est pas un élément, genre c'est pas un oral que tu passes ou un examen ou un entretien. Beh, c'est juste une manière globale où tu as des changements, qui font que, bah, ça t'angoisse, quoi. Ouais. C'est ça parce que en ce moment j'ai tout le temps mal au ventre. Du coup, voilà. Oui, on en parlait Ça hier. fait quoi? Ça fait des gazouillis dans le ventre? Ça fait des gousi-gousi. Ça fait comme des blop, blop, blop dans le Non, ventre. j'ai mal au bide. C'est pour ça hier j'ai mangé un truc vite fait. En fait, j'ai tout le temps mal au. Ah ouais, enfin, quand j'ai passé 6 mois à La Rochelle et Fais état de ta pas- situation devant les caméras. Là, je suis au chômage. C'est Non, passé plein de choses, on en parlera un J'ai jour plus de peut-être. métier encore. Ouais, plus tard. Dans le format memory tape. Et j'ai passé 6 mois à La Rochelle où j'avais pas mal au ventre. Et en fait, avant de partir, c'est pour ça que j'ai même suspecté une intolérance au lactose l'hiver dernier. Mais en fait, non, parce que j'ai bouffé du fromage en balle à La Rochelle. Alors qu'à La Rochelle, je me sentais hyper mal. Hein. C'était horrible. C'est une des pires périodes de ma vie, je pense. Et depuis que je suis revenu ici, je sais pas si c'est lié à la bouffe ou au stress ou à tout ce qui m'entoure, mais j'ai mal au ventre tout le temps. Et du coup, je sais pas si c'est mon corps qui somatise tout le stress, tous les trucs d'anxiété, d'angoisse et tous les changements qui arrivent et tout ce qui me casse les couilles en ce moment. Et du coup, je pense que mon corps me le fait subir Oui. de cette manière. Non, mais Plutôt que c'est de courant. péter des plombs, de me sentir mal, j'ai mal au bide tout le temps. Non, Là, mais ça va aujourd'hui, c'est mais courant. du coup, je suis obligé de faire attention à ce que je mange C'est- parce que je sais que ça va me C'est ça va me courant triturer quand il y le a bide. beaucoup de colère et beaucoup de stress. Ouais, ouais. Ah oui, oui. D'avoir Mais sauf que je le savais. Enfin, c'est Simon qui m'en a parlé hier, mais avant ça, je m'en doutais pas. Je me suis Ouais. dit juste, je mange de la merde et juste j'ai mal au bide, je Ouais, le paye, non, tu vois. non, bah, en plus, avec, Sauf que là, pendant avec 6 mois, je l'ai le pas contexte senti. actuel, Pendant 6 mois, je l'ai pas comprends, senti. Et là, depuis que je suis revenu, ça fait 2 semaines où j'ai le bide en vrac, quoi. Ouais, non, Donc, Mais en fait, des fois, ça m'impressionne l'effet du cerveau sur le corps humain. Genre, vraiment, tu as des trucs psychologiques qui se traduisent physiquement et c'est impressionnant. Et l'estomac est très touché par ça. Enfin, c'est le deuxième cerveau, mais c'est un vrai truc. Quand tu es stressé, quand tu es très très stressé, au bout d'un moment, tu as des ulcères à l'estomac. Tu vois, c'est Ouais, un mais des moi, trucs j'ai qui ça peut se une traduire personne par de ma ça. famille qui a été dans des états physiques terribles à Mmh. cause du stress et Bah oui. de tout. Ça a été une accumulation d'un coup et le fait que dans sa manière d'être et d'agir, elle contenait énormément. Et à un moment, vraiment, c'est le corps qui a lâché. Bah oui. Et elle a encore des soucis physiques à cause de ça. Alors que je parle de ça, ça doit être il y a presque 10 ans, quoi. Oui, oui, mais c'est normal en fait, ça se traduit sur le physique et il y a tout, enfin, vraiment, tout peut t'arriver pour ça, la sensation d'avoir une boule dans la gorge ou d'avoir mal Ouais, au non, mais ventre, c'est un etc. truc de fou. Enfin, moi, la seule vraie crise d'angoisse que j'ai fait, celle que je décrivais tout à l'heure, où ça a été vraiment fort. Et après, les autres, c'est vraiment, j'ai vite abandonné et juste, je me dis, vas-y, pense pas à ça et tout. Mais celle-ci, j'ai vraiment, ça ne m'est jamais arrivé de perdre le contrôle à ce Mhm. point et de vriller totalement comme j'ai pu le faire là à ce moment-là. Et t'as pas des fois une inquiétude que ça se reproduise? En fait, je le sens venir. Ok. Dès que, là, tout à l'heure, ma mère, elle m'a parlé de tu comptes rester dans ton boulot encore, machin. Et là, je l'ai senti, genre, c'est Ouais, comme oui. c'est un sentiment Mhm. comme d'un trou dans le bide, mais vraiment palpable, quoi. Et là, je l'ai senti, je fais ouais, ouais, bah, je verrai plus tard. Et Ouais, ouais. j'ai esquivé la conversation. C'est pour le coup vraiment la seule chose qui m'a fait ressentir des crises d'angoisse, alors que de manière générale, tu me parlais il y a 1 an et demi quand j'avais aucune stabilité, rien du tout, pas de taf, rien, j'étais tranquille, tu pouvais me parler de mon avenir, tu veux me casser la gueule, ça? C'est bizarre. Et juste comme ça. Non, mais c'est Essaye de se plus rappeler de son simple. prénom. Créer c'est- tu veux C'est créer mes plus nouvelles simple angoisses. de fuir. relativiser quand t'as rien. Ouais. Enfin, que t'es en Ouais. mode, tu sais, de vanner sur toi-même. Ah putain, trop chiant, je suis en galère. Plutôt que d'avoir un truc et d'avoir un changement qui arrive. Bah, surtout que là, ce changement-là, je suis pas le seul à l'attendre, on va dire. Moi, je l'attends, mais je sais que je le ferai le jour où je suis prêt. Oui. Bah, de toute façon, Et c'est je sais demain que la rentrée derrière, là. Tu bah vas ouais, prendre des bah études. je vais en Tu CP. vas à l'école. En CP, je recommence à zéro. Je me suis dit tant qu'à faire. Et
Et je suis sûr que j'aurai des bonnes notes. J'espère. Et bon, Mais tu vois, genre, je sais que grands derrière nuages. mes parents ou ma copine qui attendent aussi ce changement parce qu'ils savent que, ok, c'est pas le taf le plus fatigant, mais c'est Mhm. pas non plus ce que je veux faire de ma vie, tu vois. Genre, on est loin de mes objectifs de vie. Mais voilà, en fait, je panique quand il y a des gens qui me pressent un peu, c'est ça, tu vois. Genre, moi, quand j'y pense, j'arrive vite à changer de truc. Sauf le soir quand je me couche, c'est déjà arrivé que j'ai tapé des phases de 2 heures, Ouais, les ouais. yeux grands ouverts, avec tout le temps la pensée qui revenait, qui revenait, qui revenait. Mais il n'y avait pas tant de panique que ça, c'était juste trop chiant, comme un Mm. moustique qui tourne autour de toi, tu me dis putain, mais casse-toi, cette putain de pensée. Mais alors, quand c'est des proches qui me font comprendre que eux aussi s'inquiètent de Attendre ça et de. sont en Ouais, mode bon frérot, ça fait 1 an que tu nous parles de ouais. partir, pars, tu vois. Ouais. Là, ça commence à me faire paniquer. Et ça a été le cas justement où de manière générale, ça a toujours été des discussions qui m'ont un peu mis mal à l'aise. Mais là, elle avait sorti l'ordinateur, tapé le Ouais, nom de la ouais. formation, foutu un Ça devenait truc. concret. Ouais, ça devenait plus que concret. C'était vraiment, j'avais le formulaire d'inscription devant la gueule, tu vois. Et là, ça a été une panique totale. C'est la seule fois où j'ai perdu le contrôle de mon corps, où j'ai vraiment vrillé. Mhm. J'étais prêt à sauter par la fenêtre alors Ouais. qu'il y a 2 putains d'étages. Mais je me suis dit, Fallait que tu mais parques. casse-toi de Ouais. là. Son ordi, je l'ai bougé, j'ai tout jeté. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et c'était pas agréable. Je Bah, recommande pas. ouais, 0 ouais. étoile. Bah oui, c'est ça. Enfin, c'est vraiment de la crise d'angoisse où tu as juste une envie, c'est de partir et de sortir de cette situation. Mais les pressions extérieures, c'est hyper fort pour ça parce qu'effectivement, comme disait Swan, quand t'as rien en soi, t'as pas d'attente, bon bah c'est tout. Tu gères toi-même ce que tu Ouais, mais fais. ouais, là, c'est une pression extérieure, mais je pense qu'elle était pas. Enfin, c'était pas. Il y avait pas de mauvais fond Ah dans non, non, le mais truc, tu non. vois. C'est juste une personne qui va te dire, qui te pose une question, mais toi, ça va te rameuter Mhm. tellement de trucs et tu vas prendre conscience de l'urgence de la situation. Enfin, dans ma question. Enfin, dans ma question. Bref, tu vas prendre conscience de la situation, tu vas te dire, putain, mais c'est vrai que ça n'engage pas que moi, ça engage eux, ça engage ceci, ça engage cela. Mais du coup, dans ces cas-là, je devrais faire ça, 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 je m'en sortirai pas. Et c'était là, et tu te dis, je m'en sortirai pas, je suis une merde, non, j'arriverai jamais, j'arriverai jamais. Et là, tu te dis, parce que moi, ça parlait d'objectifs de vie et tout, et de carrière, de mon futur, je me dis, j'y arriverai pas, en fait, je suis bon à rien. Et t'es là, t'as toutes les pensées qui viennent, c'est un bordel. Et là, en fait, ça sort du contexte de la voix dans ta tête, et là, c'est genre ton Ouais. corps qui prend le contrôle et qui le perd totalement dans Ouais, le bah oui, fouet. c'est ça. Enfin, c'est une réalisation un peu soudaine, mais après, on est arrivé à un âge maintenant où on est assez mature avec nos émotions et nos sentiments, dans le sens où toi, tu as tout de suite pu prendre le recul et te dire, bon, bah là, j'ai perdu mes moyens. Surtout que c'est venu après que toi, tu m'as parlé de tes angoisses, de tes crises d'angoisse, tout ça. Donc j'avais vraiment, là, j'ai pu comprendre ce que c'était. Ouais. Je dis, bon, bah ça, c'était une crise d'angoisse, tu vois. Tu l'avais déjà décrit pas mal de fois et tout. Et quand c'est arrivé, je fais, bon, bah ça m'a tout l'air d'être une crise Ouais. d'angoisse. Et je sais que j'en avais, je t'en avais parlé ou je sais plus qui, mais j'avais dit, ouais, bon, bah là, je viens de faire ma première crise d'angoisse, j'en suis sûr, tu vois. Mais j'avoue que si j'avais pas ce contexte, tant d'informations sur le Ouais. truc, j'aurais peut-être géré d'une autre manière et ça aurait été peut-être pire, ou genre ça serait peut-être reproduit encore plus vite, tu vois. Parce que j'ai tout de suite dans la foulée essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui m'a mené à ça, et comment dire, j'ai pas cherché à résoudre le problème parce Ouais, que oui. je suis toujours dans la même situation. Oui. Mais là, j'arrive vraiment, Mais je le vois venir et je l'esquive ouais. tout de suite, tu vois. Tu sais la cause et du coup, c'est comme on disait, tu te laisses pas entraîner dans des situations où Non, tu non, sais que voilà. ça va Je provoquer ça. l'esquive, je cherche pas parce que je suppose que le jour où cette situation se sera améliorée, ou je serai dans quelque chose qui me plaît ou quoi, j'aurai plus à m'angoisser pour ça. Ouais. Il y en aura peut-être d'autres qui apparaîtront Oui, pour d'autres oui. trucs, mais je ne résous pas le problème, je l'esquive. Bah en fait, c'est ça. Globalement, tu auras toujours dans ta vie une raison d'angoisser ou de stresser pour quelque chose. Si c'est pas ça, ça sera autre chose. Tu auras toujours un sujet. Après, la question, c'est comment tu la traites. Est-ce que tu fous cette angoisse au centre de ta vie? Tu te dis putain, bah du coup, il y a rien qui va parce qu'il y a ça qui m'angoisse. Ou est-ce que tu dis ok, cette angoisse, elle est là, elle est présente. Je sais qu'il faut que je fasse des choses. Je sais ce que faut que je fasse. Là, tout de suite, je peux rien faire. Bon bah c'est tout. Je la mets de côté et je la traite quand je peux.
Et ça demande aussi un travail. C'est une question de tempérament aussi, hein. Il y a des gens, typiquement, quand ils vont avoir un problème, c'est terminé, leur vie, elle s'arrête parce que, il y a ça qui les angoisse et du coup, ils restent que sur ça jusqu'à ce que le truc soit réglé. Ça, c'est une question de tempérament aussi. Mais du coup, pour peut-être faire une dernière partie, sur notre discussion, c'est un peu le rapport à l'angoisse et aux autres. Comment tu vis avec les autres quand tu es quelqu'un d'angoissé et que tu as beaucoup d'anxiété et cetera? Parce que, bah, souvent, tu peux avoir ce truc de te dire que c'est assez compliqué de gérer une vie en plus de l'angoisse et de l'anxiété. Après, pas du tout, il y a beaucoup de gens qui ont de l'angoisse, qui sont anxieux. Moi, je suis toujours anxieux, je continue toujours de me réveiller, quasiment toutes les nuits, en sursaut d'un seul coup, avec le cœur qui bat à fond et tout, mais c'est juste que maintenant, je me dis, «Ah non, c'est bon, c'est de l'angoisse» et je me rendors. Non mais c'est vrai. Ouais, ça va, ça Ah va. ouais, tu vois, genre, chez toi, la dernière fois quand j'ai dormi chez vous, je me suis réveillé un moment en mode je suffoquais et j'ai eu ce truc de 10 secondes où tu es en mode: «Putain, ça va pas et tout» et mais maintenant, en fait, c'est tellement «habituel» entre guillemets que j'ai le réflexe de me dire: «OK, c'est l'angoisse, tu le sais, il va rien se passer, c'est tout» et puis je repars et puis après je dors. Donc c'est un truc qui est toujours très présent. Je peux pas dire que je suis plus anxieux et que je suis plus angoissé. Puis de toute façon, si tu traînes avec moi un peu longtemps, tu t'en rends compte au bout d'un moment quand même. Mais j'arrive tout à fait à avoir un boulot dans lequel je m'en sors bien, à avoir plein d'activités, à faire du sport, à être dans des assos, à avoir, pas mal de potes quand même, et tout, donc c'est tout à fait Mais faisable. c'est marrant parce que je pense, tu te lances dans plein de projets qui peuvent t'amener des angoisses et des potentiels problèmes, mais d'un autre côté, ça t'aide à ne pas penser à tous ces problèmes. Et, c'est un peu Bah, c'est ça, à la fois, full cycle again, à comme la dirait fois Jean-Claude Van à Damme. la fois c'est bénéfique parce que du coup, je me lance dans plein de trucs et j'adore ce que je fais et je suis trop content de faire des trucs, mais en même temps, ça a quand même un petit vice derrière parce que c'est clairement pour pas penser, prendre le temps, enfin, je fais en sorte de jamais me retrouver à rien faire. Ce qui est pas une bonne chose. En vrai, c'est bien de se retrouver des fois à rien faire et de se retrouver un peu seul avec soi-même pour s'écouter. Mais moi, je fais toujours en sorte d'avoir des projets ou d'être occupé et des fois, ça m'angoisse de me dire que j'ai rien à faire. Des fois, je me dis: «Attends, mais là, si j'ai fini le montage du podcast et que j'ai fini ci, que j'ai fini ça, imagine, j'ai plus de projet, j'ai plus rien à faire». Alors que, bah, je joue à la PS, je regarde un film, je regarde une série, peu importe, tu vois? Il y aura toujours un truc à faire, mais ça me fait peur d'avoir rien à faire parce que j'ai peur de me retrouver à juste, pouvoir penser et mais du coup, ouais, c'est des fois, tu peux dire que c'est un peu compliqué, avec mes amis, c'est marrant, la dernière fois, je parlais avec une amie que j'ai rencontrée il y a 2 ans et je lui ai dit que j'étais assez angoissé, enfin que j'étais quelqu'un de très angoissé et elle m'a dit: «Ah, c'est marrant, on dirait pas». Je dis: «Mais en fait, j'arrive à un certain point à ne pas le montrer quand c'est des gens». C'était une pote de classe, donc en vrai, on se voit pas, souvent et puis elle vit sur Lille, donc j'arrive quand même à cacher ce truc. Mais les gens qui me connaissent bien, avec qui je traîne depuis longtemps ou avec qui j'ai déjà passé un long moment, en fait, le savent. Soit parce que je finis par en parler, c'est un truc dont je parle, maintenant, avant je le cachais, collège, lycée, jamais j'aurais dit, j'ai jamais dit au moment du lycée, j'ai jamais raconté à mes potes ce qui m'arrivait. Aucun de mes potes du lycée n'a su que je prenais des antidépresseurs ou que je faisais des crises d'angoisse à ce moment-là. Parce que, c'était la honte ou c'était bizarre ou c'était, je voulais pas arriver avec ça, tu vois? Dire: «Ouais, salut, j'ai 18 ans, je fais une dépression, et tout». Maintenant, j'en parle, bah, comme, je disais tout à l'heure avec le parc d'attractions, pour que les gens soient au courant et que si jamais j'arrive à cette situation-là, bah, ils soient pas étonnés et que ça vienne pas de nulle part. Et ça m'est arrivé 2 fois de faire des crises d'angoisse, devant des gens. Sinon, en général, j'évite ou alors, je m'isole un peu ou quoi quand je sens que l'angoisse monte. Mais il y a une nuit où je dormais, dans un de mes apparts à Lille avec un pote et où je me suis réveillé parce que je suffoquais complètement et il dormait vraiment à côté, sur un futon. Donc du coup, je me suis levé et tout et j'étais en mode: «Putain, ça va pas, j'étouffe et tout, j'ai pas d'air et cetera». Lui, il était paumé, genre il était en mode: Tu veux de la Ventoline? Qu'est-ce que quoi?» et tout. Parce que, bah, c'était un pote du lycée, donc il savait pas que j'avais ce truc-là d'angoisse, tu vois? J'avais jamais eu l'occasion de lui en parler et tout. Et une fois au bar, il y a 2 ans, où c'était avec vous et il y avait, plein de trucs stressants et tout, angoissants et bah, j'ai juste dit, «Bon, je suis en train de faire une crise d'angoisse» Ouais. et Moi, j'étais arrivé 1 heure en retard pour me venger. Il me dit ça, je me sentais trop malade. Voilà, bah c'est ta faute, tu vois. non, mais c'est vrai que c'est rare que ça m'arrive avec les gens, mais en fait, j'ai un peu ce truc-là où, c'est un peu, au bout d'un moment, j'atteins une limite, mais en fait, c'était la période où on se voyait presque tous les soirs, où on sortait hyper tard et tout et en fait, j'étais épuisé et ce truc de batterie sociale où, au bout d'un moment, je prends un peu sur moi pour gérer ça quand je suis avec les gens et pas me laisser aller, entre guillemets.
mais au bout d'un moment, j'arrive à une limite et je peux plus le cacher. Et c'est pour ça que j'ai besoin un peu de mettre. Enfin, il y a des moments où j'ai besoin de plus voir des gens et de pas trop parler à des gens parce que j'ai besoin de recharger ce truc et de... Ah, putain, la porte. Ok, j'ai besoin de réfléchir et Il y a de eu un prendre le temps de tremblement de recharger de terre ça. dans l'appartement. Mais du coup, ça, c'est un aspect compliqué quand tu es en couple. L'anxiété, l'angoisse dans un couple, parce que les potes, tu peux leur dire, bon, allez, je rentre chez moi, j'en ai marre. Personne avec qui t'es en couple, elle va forcément finir par le savoir, de toute façon, tu vois. Rien que de dormir avec et de te réveiller en pleine nuit en sursaut, en disant ça va pas et tout, forcément, ça se sait. Et j'ai essayé par le passé dans mes relations de ne pas intégrer l'angoisse et l'anxiété dans mon couple, de dire non, mais c'est bon, je vais faire comme si c'était pas là. Très C'est mauvaise une mauvaise idée. idée. C'est une mauvaise idée. Ne faites pas ça. Faut pas faire ça. Quitte à en parler tout de suite. De toute façon, c'est un truc que tu peux pas cacher. Donc maintenant, j'essaye de l'aborder le plus tôt possible pour que la personne soit au courant que j'ai ce truc-là et que c'est tout. C'est pas de la faute de la personne. C'est pas de ma faute non plus en soi. Et c'est gérable et c'est géré. Même s'il y a des moments où voilà, ça va être compliqué, potentiellement une crise d'angoisse impressionnante ou quoi machin, mais c'est vivable quoi. Mais je préfère le dire parce que dans des relations, je l'ai un peu mis sous le tapis, mais du coup en fait quand ça te repète à la gueule, c'est horrible quoi. Enfin, c'est Et puis horrible. C'est dur à gérer. une relation, c'est aussi, enfin, il faut que tu sois 100% Oui, toi-même. c'est ça. Et si tu caches je pense que c'est quelque chose qui qui est une très grande partie de ton identité. Ouais. Forcément, ça Ouais, va pour pas. moi, tu peux pas te mettre avec quelqu'un si tu lui as pas dit des trucs aussi importants. T'es Ouais. obligé de. C'est pas des défauts, mais Les failles. des failles, ouais. Enfin, ça fait partie du processus pour connaître quelqu'un aussi. Tu peux forcément l'idéaliser, mais si tu. Enfin, moi, je sais que quand je parle à quelqu'un, il apprend mes failles assez Mhm. rapidement. Bah oui, c'est ça. De toute façon, ça va finir forcément par transparaître Ouais. au bout Oui, d'un bah oui, moment. oui, c'est pas ça sert à rien de se cacher. Déjà, le truc démarre pas de la bonne manière. Après, tu peux te découvrir encore au fur et à mesure, mais sur des petits trucs un peu de merde, tu vois. Enfin, ou des trucs, Oui, des petites habitudes, des petits trucs, mais pas sur des trucs aussi importants, c'est pas possible. ouais, c'est ça. Enfin, Sinon, tu connais pas bien la oui. personne, quoi. Puis Au même la fond, personne se sentira peut-être pas prise au sérieux et aura peut-être l'impression que tu prends pas ta relation au sérieux si tu caches quelque chose d'aussi gros. Voilà. C'est en mode je te préserve, oui, mais bon, enfin frérot, je suis là aussi pour t'aider dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, Ouais, bah en fait, t'as un truc de peur, tu vois. Moi, j'ai un peu peur de la réaction de la personne, dans le sens où ça m'est déjà arrivé dans des relations de faire une grosse crise d'angoisse et que la personne en face soit en mode bon, c'est bon, arrête, calme-toi, oui, après, là, t'es Ton pas père. capable de te contrôler. Non, pas mon père. voilà, après, Non, c'est oui, la non. personne qui sait pas se comporter Ouais. comme une personne Et humaine. puis, C'est une merde. c'est pour ça qu'il faut. Enfin, si la personne ne réagit pas de la bonne manière, enfin, quand ça se passe sans lui avoir dit, Oui. c'est qu'à la base, vous étiez pas fait pour être ensemble, quoi. Oui, Enfin, là, pas pour être ensemble, mais je veux dire, il n'y avait pas de compatibilité. Ouais. J'arrive pas à trouver le mot. bah, là où il y a des relations avec des gens amicales ou amoureuses, où la personne en face était en mode j'ai remarqué que t'étais quelqu'un d'angoissé, tu vois. Mm. C'est les gens qui font attention et qui remarquent ça sans forcément que t'aies à le dire, forcément. Ouais. Mais du coup, oui, vaut mieux pas cacher ça. Et effectivement, en vrai, c'est aussi une façon d'être soutenu. Pour le coup, quand tu as ton partenaire ou ta partenaire qui fait une crise d'angoisse, c'est bien d'être au courant de ce que c'est, d'être au courant de ce qui se passe et d'être là potentiellement pour la soutenir ou le soutenir. Donc au final, c'est de se tirer une balle dans le pied que de pas le dire à ton ou ta partenaire. Et puis elle finira forcément par le savoir. Et c'est vrai que du coup, maintenant, j'ai un rapport à ça où dans les gens que je rencontre, je le dis assez vite que je suis angoissé et je me définis pas par l'angoisse. Je pense que je peux dire que je suis une personne angoissée plus que la moyenne, quoi. Mm. Et c'est important de le savoir. Et pas présenter ça fatalement en mode Mais- j'ai de l'angoisse, ça me ruine la vie et tout machin, mais juste le dire, c'est un fait. Tu vois, par exemple, enfin, tu le dis pas forcément comme une fierté, mais tu le dis pas non plus comme un défaut. Tu Oui. vois, par exemple, je prends l'exemple des entretiens. Moi, un entretien, à chaque fois qu'on me demande mes défauts, je dis que je suis quelqu'un de stressé. Ouais. Et pour moi, c'est pas. Enfin, je dis que c'est un défaut, mais j'arrive à le tourner en qualité. Oui, Tu bah vois, en oui. disant, je suis stressé, mais j'essaie d'aller. Enfin, bref, pas de conseils pro, mais juste moi aussi, tu vois, je me définis comme quelqu'un de stressé. Et pour moi, c'est pas
quelque chose qui doit faire de toi une moins bonne personne ou quoi que ce soit, tu vois. Bah, ça fait. Enfin, t'es humain, quoi. Au Ouais, moins, tu mais présentes tout le pas. monde l'est, mais C'est juste ça. les gens l'assument pas forcément. Bah oui, mais au final, t'as ce truc de. Ça te rend plus humain, et puis finalement, est-ce que les failles ne permettent que pas les de femmes- laisser briller notre lumière intérieure au travers des failles? Exactement. Et on passe maintenant à la deuxième partie de ce podcast sur l'anxiété et l'angoisse. On a demandé à nos chers auditeurs de nous envoyer des témoignages audio Ils ou ont écrits. tous fait, on en a eu tellement. Tu Ouais, m'entends comme ça ou pas? Ouais, ouais. C'est bon, ouais. Ouais. Je peux laisser le micro comme ça. Ouais. c'est son moment. C'est Non, là, mais tu c'est pour brilles. savoir, c'est pour pas Tu avoir brilles. le pied dans la Mettez plus de light sur sa gueule qui brille encore plus que ce moment. Ouais, du coup, on a demandé aux auditeurs du podcast de nous envoyer des témoignages sur l'angoisse et l'anxiété. Et du coup, on va les lire et les écouter et réagir en live. Je vais vous raconter ma première attaque de panique. C'était pendant le Covid, période du vaccin. On entendait de tout et de rien sur le vaccin et ses effets secondaires. Mais j'ai été un peu forcé pour le faire, donc pas vraiment le choix. Je devais mettre mes a priori de côté, pardon. Je suis allé le faire à l'hôpital. Jusque-là, tout se passe sans encombre jusqu'au moment où on me pique. C'est là que l'attaque monte crescendo. On nous dit de rester un peu en salle d'attente pour observer si on a des symptômes ou non pendant 15 minutes. Si on avait le moindre doute, il fallait directement revenir voir une infirmière. Je me suis mis à analyser la moindre douleur ou chose anormale que pouvait vivre mon corps sur l'instant. Sauf que j'ai commencé à clairement paniquer. Les paroles de la télé, des proches, des réseaux sociaux, toutes ces contradictions résonnaient dans ma tête. J'étais en train de perdre le contrôle de la situation et ce que je prenais pour des symptômes du vaccin n'étaient en fait que les effets d'une attaque de panique. J'étais pétrifié. J'ai eu la sensation, pour la première fois de ma vie, que j'allais mourir instantanément. C'est bête peut-être, mais j'ai eu tout un tas de réalisations pendant cette crise et j'ai réalisé de façon très terre-à-terre que j'existais. Ça m'a fait peur, c'est comme si j'avais débloqué une partie de mon cerveau, une pleine conscience carrément flippante. Je me suis mise à hurler dans la salle du vaccin où j'étais retourné juste avant que la panique soit au plus haut. Pour moi, j'avais quelques secondes avant de partir pour de bon. Le personnel soignant a fini par me calmer par je ne sais quel miracle, puis je suis revenu à moi. Le problème, c'est que les pensées qui m'ont traversé l'esprit au moment de la crise ne sont jamais vraiment parties. J'avais déjà un peu cette idée de voir son quotidien à la troisième personne, vu que je suis de base sujette à l'anxiété, mais là, depuis l'incident, c'est de plus en plus marqué. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi faire pour calmer cette angoisse qui ne me quitte plus du tout et qui, par la même occasion, m'a créé des tocs. En ce moment, c'est une période assez compliquée où j'ai l'impression de perdre entièrement le contrôle de ce que je suis en train de vivre. J'ai peur de refaire une attaque de panique aussi forte. Je me réveille avec une boule au ventre intense en me demandant ce à quoi ma journée va ressembler car la moindre tâche me submerge. Je me sens vite débordé par la liste de choses à faire car tout me prend un temps fou. Je ne sais pas trop comment finir ce témoignage à part en vous disant bravo pour tout le taf que vous faites. C'est hyper cool de parler de ce genre de sujet aussi ouvertement. Bonne écoute à tout le monde. Merci. Waouh, c'était beau. Ouais. Bah déjà, premier truc qu'on peut dire. Alors Doc, quel est votre avis sur... Bah déjà, je précise, on l'a pas dit, mais qu'on n'a pas. Enfin, il y a des témoignages dont on a entendu une partie ou qu'on a un peu vu avant parce que en recevant les messages, on a forcément vu. Mais là, celui-là, moi, je l'avais pas du tout lu avant. Et on voit qu'il y a des choses qu'on a racontées dans la première partie qui font écho. Donc ça montre que c'est une expérience qui est assez universelle. Moi, j'ai tiqué sur plusieurs phrases où elle parle de l'attaque de panique, où elle la décrit bien. L'impression que j'allais mourir dans quelques secondes. Ouais. Ça, c'est typiquement ça. Et le fait d'être submergé, l'idée de voilà de plus contrôler et tout, etc. Et ce qu'on disait aussi, la déréalisation, elle a parlé de se voir à la Ouais. troisième personne, c'est clairement ça. Et d'avoir aussi la peur que ça se reproduise. Ouais. Ça, du coup, c'est dans les mécanismes d'angoisse, c'est hyper. C'est le schéma un peu classique. C'est tu fais une crise d'angoisse, t'as peur de faire une autre crise d'angoisse, donc du coup, ça t'angoisse. ouais. Et du coup, t'es amené à faire ça. Bon, c'est bien de s'en rendre compte. C'est déjà une première étape pour que ça aille mieux, quoi. Te dire que tu alimentes ta propre angoisse en étant angoissé d'être angoissé. C'est un peu con à dire et c'est facile à dire, mais c'est bien de le savoir que c'est un mécanisme qui va alimenter ta propre angoisse. Et aussi de te dire et de te concentrer sur le fait que tu t'en es sorti de ta première crise d'angoisse. Donc tu t'en sortiras. Et puis en plus, la prochaine, tu sauras ce que c'est. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. La première, tu as l'aspect panique, l'aspect punaise, qu'est-ce qui me passe, en plus, qu'est-ce qui se passe. En plus, là, tu dis que tu as aussi le côté vaccin, donc tu dis, ouais, mais potentiellement, c'est pas ça, potentiellement, c'est autre chose. Là, la prochaine fois que ça t'arrivera, tu sauras que c'est ça et tu sauras que tu t'en sors et comment tu t'en es sorti la première fois. Je sais pas si vous avez des réactions à ça ou pas. En vrai, moi, je peux aussi comprendre que tout est parti aussi. Il y avait ce contexte Covid, vaccin, où on savait pas. En fait, c'était un peu genre le vaccin fait à la va-vite. On savait pas, on n'avait pas assez de. Enfin, tout le monde disait on n'a pas assez de recul. Il y avait ce débat anti-vax, machin et tout. Et je sais que
pour avoir vécu le confinement avec mes parents où c'était constamment la télé, constamment BFM, des trucs comme ça. Franchement, je peux totalement comprendre que c'est apparu à ce moment-là parce que putain, c'était un calvaire d'angoisse. Même moi, en vrai, ça m'angoissait un peu, mais à un certain niveau à l'époque. Moi, Quoi. depuis cette époque, je regarde plus les infos. Ah ouais, bah moi Les aussi. infos, les trucs, je Ouais, regarde plus. ça m'a vraiment coupé totalement Là, j'ai appris qu'il y avait eu des attentats dernièrement. J'étais en mode, bah lourd, putain, je suis vraiment coupé à tout maintenant. Mais le contexte, il est tellement propice à des crises comme ça. Alors là, putain, on vient de t'injecter un truc, tu sais pas si ça marchait, si ça marchait pas, tu sais pas ce que c'était. Force. Bah, en fait, c'est ça. On disait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes d'angoisse et que c'est de plus en plus reconnu, mais on vit aussi dans une société. On vit dans une société. On vit dans une société où t'as de plus en plus de trucs qui sont anxiogènes. Ah ouais, non, mais de Et toute façon, c'est ça. Hein. Les journalopes qui ont Ouais. inventé le Covid pour vendre des vaccins. Non, mais t'es dans une société, il y a le terme éco-anxiété qui a été inventé. Éco-lyrique anxiété. C'est un vrai truc, tu vois, par rapport à ce qui se passe au niveau du climat, de l'environnement, de la santé publique, effectivement, les guerres, enfin, tout ce qui se passe, c'est un climat assez propice à avoir des angoisses, ce qui n'est pas aidé par les médias. Qui l'a relaie. La plupart des médias, voilà, je veux pas faire non plus, voilà, mais la plupart des médias qui relaient à mort et qui jouent là-dessus. Et c'est clair. Hein, même pour nous, tu vois, je pense que mes darons, ils sont juste constamment devant la télé. Et nous, en plus, on a les réseaux, on a ceci, on a cela qui rajoutent une couche et qui parfois même montrent des trucs qu'on ne voit pas à la télé, tu vois. Genre là, sur des guerres, ils te montrent des vraies images. Et en plus, tout ça, ça part d'un truc. Enfin, tu vois que tu peux être vachement influencé par ça. Moi, je me souviens, je sais plus, c'était le 1er janvier 2023 ou 2022, où tu avais un missile qui avait été envoyé par la Russie et où tout le monde était en mode ok, c'est bon, c'est le début de la 3e guerre mondiale. Et j'étais sur Twitter. Et au début, j'étais en mode haha, c'est marrant. Mais en fait, je voyais tellement de trucs Twitter en mode non, mais là, c'est sérieux ce qui se passe. Alors que Twitter, n'importe qui. Mais ça devient vraiment petite parenthèse sur Twitter, ça devient vraiment le pire réseau social qui existe. Ça l'était déjà, mais là, on est sur un truc où il y a des enjeux politiques qui commencent à se jouer sur ces réseaux. Il y a des pays qui commencent à bloquer ce réseau social de leur gouvernement. Il y a toute une campagne pro-Trump menée par Elon Musk, qui est le CEO de X, Twitter. C'est vraiment, je pense que si vous voulez vous sentir mieux dans votre vie, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quitter ce réseau social, je pense que ça doit être un apaisement dingue et qu'il faudrait que je considère de plus en plus à le faire. Ouais, bah c'est ça. Après, là sur Twitter, il y a les notes utilisateurs quand même, je trouve ça pas mal. Oui, mais quand t'as une info comme ça, juste en dessous, t'as écrit c'est pas vrai. Là, genre, hier, je scrollais tranquille, hein, vraiment, entre deux images de Crocs, Cars ou d'autres trucs. Il y a un média que je ne citerai pas, mais qui relaie tout et rien comme information, que ce soit du politique, de l'économique, tout ça, qui à un moment met Info, France, une personne, un boulonné, étrangle son chat et le poste sur les réseaux, il va être et ils te mettent la vidéo d'un mec en train d'étrangler un chat, et t'es en mode, je veux pas voir ça, tu vois. Oui, genre, c'était le compte Twitter du petit Spirou, donc bon, ouais, oui, voilà, même, c'était mon petit quotidien. Donc trop chaud, c'était Astrapi. avec le petit Yann Barthez. C'était Astrapi. Non mais c'était vraiment c'est le pire truc possible, Ah ça. oui, Putain, en plus c'est les conflits, ils te mettent les images horribles d'un bébé décapité, t'es là, et tu vois un bébé, tu fais mais putain. Bref, c'est de la merde. Bref, il y a un contexte autour qui fait que ça peut favoriser beaucoup l'anxiété et ça peut être une solution de se couper de ça. Oui. Et de bon, après le Covid et le vaccin et tout, c'était quand même très particulier, mais voilà, d'essayer de se. Attends, de parce se qu'il y a la centrer. variole du singe qui arrive, ça va être Oui, encore c'est pire. ça, mais voilà, faut essayer de se centrer quand même sur vous, votre vie et ce qui vous entoure. Ok, d'accord, c'est angoissant de se dire que bientôt on n'aura plus d'eau sur Terre et qu'il fera 30 000 degrés. Pour essayer de pallier à cette angoisse, faut essayer de se concentrer sur soi, se dire ok, bah moi, qu'est-ce que je fais pour que ça soit pas un problème, comment je gère ça, etc. Mais c'est un vrai truc qui est très présent et à tous les âges. Hein. Moi, ma mère, ça l'angoisse, elle m'a dit la dernière fois, ça la stresse, elle est matrixée par l'eau. Et le fait de dépenser de l'eau pour rien, genre elle voyait le voisin qui arrosait leur gazon en plein été et tout, ça la rendait malade, tu vois. Parce qu'elle a ce truc par rapport à ça qui est hyper angoissant. Prochain témoignage anonyme. Attention, le nom de... Je suis quelqu'un d'anxieux socialement, et ce depuis tout petit. Cela ne m'a pas empêché de rencontrer beaucoup de personnes, de voyager, de me faire des amis. Certains sont toujours là, et avec d'autres, le contact s'est rompu. S'il y a un message que je veux faire passer, c'est qu'il existe des personnes davantage à l'aise socialement de nature, oui. Mais n'importe quel introverti est en capacité d'aller vers l'autre.
C'est juste une question de confiance en soi et d'un peu de courage. Voilà, bisous. Mais c'est bien en fait parce que le témoignage est plus court, mais ça traite quand même un autre aspect que le témoignage précédent ne traitait pas, sur l'anxiété sociale, qui est un terme qu'on entend aussi de plus en plus et qui est un vrai truc. Il y a des gens qui sont beaucoup moins à l'aise. C'est une question de tempérament aussi, et je pense qu'il y a une question d'angoisse à la base. Mais ça souligne aussi le fait que oui, il y a pas mal de personnes qui sont anxieuses et on dirait pas, tu vois. En vrai, on a reçu des messages de personnes que je pensais pas anxieuses, tu vois. Donc ouais, ça souligne ce truc de n'importe qui est potentiellement anxieux, même si tu te dis putain, ce mec a une Ouais. confiance en lui. Tout le monde a tout le monde a ses peurs, tout le monde a ses angoisses. Mais c'est ça, en fait, c'est une possibilité de ne pas le montrer que tu es Et, angoissé, que tu es anxieux, tu et- vois. et le meilleur moyen, en vrai, c'est vrai que d'en parler, ça aide à. D'en parler, c'est un peu comme donner un peu de poids, un peu de charge Mm. aux autres et de te libérer, toi, Bah, de c'est ce ça, poids-là. ça désamorce un truc. Mais bon, après, moi, personnellement, j'ai du mal à le faire tout de suite, tu vois. Ouais, mais de le désamorcer, même si tu fais pas tout de suite, de le désamorcer, il y a cette pression en moins Mm. de faut pas que je fasse une crise d'angoisse devant cette personne Ouais, ou oui. quoi que ce soit. Parce que bah, une fois que tu as désamorcé le truc et que la personne est tranquille avec ça, bah, tu te dis, tu te sens déjà plus en sécurité, tu es moins propice à de la tension et à cette peur de l'angoisse. Bah, et puis en soi, d'en parler tout de suite, tu fais un peu le tri aussi dans les gens que tu rencontres, en mode si la personne réagit en mode Ouah, t'es fou quoi là. Ok, lui, ça vaut pas la peine de lui parler forcément. Qu'une personne qui va comprendre ça et accepter et tout, bah, tu sais que c'est une personne plus ouverte d'esprit et avec qui ça peut passer malgré tout, tu vois. Enfin, en soi, c'est tout. Ça impacte pas tes rapports avec les gens et tout. Mais c'est vrai que même moi, en fait, au final, j'en rigole facilement au début. Enfin, au début, j'en parle facilement en rigolant, tu vois. Une personne Mais que je vais rencontrer. en rire et le tourner en vanne, c'est aussi une Bah manière ouais, de mais c'est ce l'accepter, qu'on tu vois. fait beaucoup, tu vois, au final, sur nos trucs, quand on est en mode ah, c'est parce que je suis hyper angoissé en fait. Ouais, Mais c'est c'est vrai. une façon de le dire, tu Ouais. vois. C'est con, mais moi, ça passe par cette part-là d'abord, avant d'en parler plus sérieusement quand même à quelqu'un. Mais voilà, faut en faire une force, comme beaucoup de choses, même si, encore une fois, comme il le dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment pathologique. Moi, je pense être timide, mais pas non plus à ce point-là. Genre, il y a une certaine limite quand même. Mais ça part d'une certaine angoisse à la base, mais dont il faut pas avoir peur ou honte de parler au début parce que ça vous libérera de quelque chose, quoi. Premier témoignage non anonyme, Non anonyme. non anonyme, Non c'est anonyme. Hélène qui nous donne son témoignage. Voilà. J'étais une personne très anxieuse auparavant. Chaque situation impliquant un contact social, une responsabilité ou autre engendrait un stress et une situation d'angoisse. Il y a un moment où j'ai dû suivre des séances avec une psy à cause d'une dépression. Plusieurs rendez-vous se sont suivis, chacun était une torture. À me ronger les ongles, avoir des brûlures d'estomac, ne pas endormir de la nuit et beaucoup de larmes. Chaque rendez-vous était précédé et suivi d'une belle crise de larmes entraînée par l'angoisse que ces rendez-vous me procuraient. Et d'autres choses aussi, on va pas se le cacher. Je pense avoir fait de nombreuses crises d'angoisse dans mon enfance, adolescence, mais je ne les ai jamais réellement verbalisées. Cela restait juste un gros coup de stress pour moi. C'est lors d'un rendez-vous chez le psy, en pleine crise d'angoisse, que celle-ci a mis le mot dessus. C'était lors d'un exercice classique de psy. Réaliser une frise de sa vie avec des images style chat GPT pour identifier les triggers et traumas des moments marquants de la vie. Ce n'est pas en réalisant la frise que la crise a commencé, mais plutôt quand j'ai pris du recul sur celle-ci et que j'ai vu l'ampleur des dégâts. Je me souviens encore de cette sensation d'oppression, de ma gorge qui se noue et du monde autour qui s'apprête à s'écrouler. Après ça, j'ai pas trop souvenir de la crise d'angoisse en elle-même, seulement de la psy qui me guidait sur ma respiration. Et c'est une fois passé qu'elle m'a demandé si je savais ce qui venait de se passer. J'ai simplement répondu que c'était un peu de stress. Elle m'a contredit en appelant ça une crise d'angoisse et que la sous-estimer ne faisait qu'aggraver le cas. Après ça, j'ai eu le droit à de nombreux exercices sur la respiration, l'acceptation du stress et de la perte de contrôle. Avec le recul, je me rends compte que mettre le mot dessus m'a permis de mieux les appréhender et de les gérer. Et maintenant, même d'en être complètement libéré. Je pense que là, ce qui est important, c'est le fait de mettre des mots dessus, ça aide, quoi. Et c'est en soi, on le dit pour beaucoup de sujets et on le répète, et je pense qu'on le répétera jamais assez. Il faut en parler, il faut tout de suite aller voir un ou une professionnelle quand ça devient vraiment problématique. Et parce que même si c'est des problèmes ou des choses où on se dit bah, c'est bon, je peux gérer tout seul, je vais pas aller embêter quelqu'un, ou alors même souvent, la plupart des gens sont en mode mais c'est la honte d'aller voir un psy ou une psy. Mais pas du tout. Enfin, je pense que j'ai déjà dit et je le redis, quand tu as un problème d'estomac, tu vas voir un médecin spécialisé dans l'estomac. Quand tu as un problème de muscle, tu vas voir un kiné. Bah, si tu as un problème psychologique, tu vas voir un médecin qui est expert là-dedans. Ou une médecin qui est experte là-dedans. Il n'y a pas de honte à aller voir ça, et
c'est pas parce qu'on fait ça qu'on est fou. Enfin, je pense que quelqu'un qui refoule tout ça et qui dit c'est bon, je m'en fous, j'ai pas de problème, je vais pas le traiter, je vais plutôt me laisser aller et puis rien faire, est plus fou que quelqu'un qui se dit bah j'ai tel problème, je vais en parler, je vais voir ce que je peux faire pour régler la chose. C'est la première étape vers ça. Et comme elle le dit, ça aide aussi à verbaliser les choses, quoi. Et puis même la description de l'arrivée de la crise Ouais. et des symptômes, tu vois, il y avait des douleurs d'estomac. Bah, en vrai, t'en parlais tout à l'heure, Swan, c'est un peu ce que t'avais. Le monde qui s'écroule, moi pareil, c'est un peu ce que j'avais, où vraiment il n'y avait plus rien autour de moi, il n'y avait que moi et mon problème. Et puis t'as toujours cet élément qui trigger le truc. Là, c'est une prise de conscience Ouais. de quelque chose qui a lancé tout le processus de crise, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, comme tu dis, ouais, là, tu te centres beaucoup sur toi-même et les problèmes et ce qui va pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important de se reconnecter sur les ressentis et sur ce qui se passe autour de toi dans ces moments-là, quoi, de recontextualiser, de te dire, ok, je suis pas juste moi là, je suis dans telle situation avec tel truc, dans un cadre stable, rassurant, sécurisé. Et c'est aussi important, moi j'ai beaucoup décrit la thérapie qui m'aidait concrètement à régler les problèmes actuels. Ça peut beaucoup aider aussi de voir un ou une psychologue et de reparler quand même de beaucoup de choses qui sont passées. C'est un peu cliché, genre racontez-moi votre enfance, quel a été votre rapport aux parents et tout, mais en vrai c'est un vrai truc pardon, qui peut t'aider à comprendre ouais, des origines de tel ou tel problème et d'où cette angoisse, cette anxiété elle peut venir. Ouais, j'ai fait cet exercice-là, c'est juste que ça m'a pas aidé. Une fois que je le savais, j'étais en mode ok, je sais que c'est ça, mais là concrètement maintenant, comment je m'en passe. Et après la thérapie m'a aidé. Mais c'est aussi important de raconter et d'identifier les potentielles sources de tout ça. Et bah du coup, on peut passer au dernier témoignage. Ouais. Anonyme ou pas? Yes, Ok. on fait ça. Non. Non, je crois pas. Et ben on passe au témoignage de Julie. À la base, je suis pas une personne anxieuse du tout. Surprise générale. Quand j'étais au lycée, j'avais une pote qui me disait que j'étais tellement chill que si j'étais plus chill que ce que j'étais au moment où elle me le disait, bah j'allais mourir. Je me suis jamais considérée comme une personne anxieuse. Enfin, genre j'avais des trucs qui me font peur, enfin genre qui m'ont toujours fait peur, genre le fait que ma petite sœur meure pour aucune raison, je sais pas, ça, j'ai toujours eu peur, mais comme c'est des trucs qui sont ponctuels, je me dis pas que c'est de l'anxiété. Et, ma petite sœur et ma meilleure amie, c'est des personnes qui sont très très anxieuses. Avant, c'est pas que je me foutais de leur gueule, mais j'étais en mode vas-y, c'est bon, envoie-le ton mail. Je me retrouve dans leur position où il y a des choses que j'arrive pas à faire à cause de l'anxiété, et où du coup je demande à des gens de le faire pour moi. Et je me sens hyper nulle parce que je me dis, bah, c'est des trucs que j'arrivais à faire. Ce que je trouve dur aussi, c'est en décembre l'année dernière, je suis allée voir un médecin qui m'a prescrit des anxiolytiques. Au final, je n'ai jamais pris, mais parce que je pense que c'est plus rassurant d'avoir la boîte que de les prendre. C'est pas un truc inné et que ça se développe, à mon avis, avec les. Enfin, ça dépend des personnes, mais ça doit se développer avec les relations et les expériences que tu as. Je passe beaucoup de temps à perdre mon temps sur Instagram et du coup des fois je vois des posts sur l'anxiété où les gens sont en mode sans super pouvoir. Non, pas du tout, pas du tout, vraiment fermez vos gueules parce que c'est absolument pas le cas. Pour moi l'anxiété ça a tout niqué dans mes relations sociales, dans mon sommeil, dans mon alimentation aussi. Bah, je pense que là, en fait, on a le témoignage de quelqu'un qui connaissait pas l'anxiété avant et qui s'est découverte être anxieuse récemment. C'est vrai que les anxiolytiques, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais moi, j'avais pris des antidépresseurs. Les anxiolytiques, ça peut aider pour calmer les crises d'angoisse sur les symptômes sur le moment. Et c'est vrai que moi, un peu moins maintenant, mais souvent, par rapport à mon anxiété, j'ai toujours une plaquette d'anxiolytiques à laquelle je n'ai pas touché depuis 3 ans, je crois. Mais l'avoir avec moi, ça me rassure. Et c'est vrai que même si on les prend pas, ça peut être une façon de se rassurer. Faut pas voir ça comme une solution, mais faut se dire, ok, L'ultime recours. ouais, si jamais là je fais une crise d'angoisse alors que la situation peut vraiment pas me le permettre, je peux prendre ça pour m'aider à calmer et gérer plus tard. Mais ouais, ça se voit que ça touche vraiment Mm. plein d'aspects de sa vie, dans la relation sociale, tout ça, et ça a été un gros changement qui, je pense, n'a pas forcément aidé avec l'apparition des angoisses, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, bon, l'anxiété, c'est nul. Oui, je suis d'accord. Enfin, C'est de la merde. on va pas faire genre, si on pouvait choisir, on préférait s'en passer. Parce que c'est un peu superficiel. Le stress, c'est important. De s'inquiéter pour les choses, c'est important sur certains points. Mais l'anxiété, l'angoisse, c'est nul. Après, quand elle dit les gens qui disent c'est un super pouvoir, vos gueules, c'est pas vrai. Je pense que là, c'est un discours de quelqu'un qui est en plein dedans. Ouais. Qui a pas recul. qui a pas forcément de recul
Parce que oui, c'est nul, c'est chiant, et comme je disais, des fois, moi, j'y repense et je me dis, bon, vas-y, ça me saoule, j'ai pas envie de devoir vivre avec ça toute ma vie. Mais quand je dis c'est un super pouvoir, c'est il faut en faire une force. De toute façon, t'as pas le choix, tu l'as. T'as pas le choix, tu l'as. Donc, vaut mieux plutôt que de se dire putain, c'est nul, ça me ruine la vie, vas-y, j'en ai marre. Bah, faut essayer de voir les côtés positifs. Ça amène quand même une certaine empathie et inquiétude envers les choses qui sont importantes. Et en fait, surtout, ça va t'amener, comme tu le dis. Avant, tu comprenais pas trop les personnes de ta famille qui étaient anxieuses. Maintenant, tu les comprends. Et ça amène ça aussi, cette ouverture d'esprit de pouvoir se dire ah, ok, donc les gens ressentent ça, donc je sais ce que les gens ressentent. Tu vois le truc sous C'est ça. un autre prisme. Vu que tu le vis toi-même. Et donc, oui, dire que c'est un super pouvoir en soi, non. Non. Mais tu peux en faire une force et tu peux en voir les côtés positifs et te dire que de vivre avec ça, ça te donne un bagage et une force mentale et morale un peu plus élevée que la moyenne. Et bah merci les podcastos pour ce témoignage, la commission de beau monde pour ce témoignage. témoignage. Ça fait plaisir. On se fait les recos vite fait. Bah ouais, je pense que tu t'as rien à conclure. Enfin, tu conclus pas. Je pense qu'on a dit pas mal de choses sur l'anxiété. On a vu à travers les témoignages, est-ce qu'on a dit que ça peut prendre plusieurs formes, ça peut concerner beaucoup de gens, ça peut vous concerner un jour. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui vit ça, bah, dites-vous que vous pourriez vous retrouver à sa place à un moment. Et puis voilà, la solution, c'est comme toujours, hein, c'est la conclusion à souvent nos podcasts, c'est d'en parler d'abord autour de vous. Si ça devient vraiment grave, bah, un professionnel, une professionnelle qui pourra vous aider, de pas avoir honte de ça, parce qu'on peut tout à fait vivre avec ça, tout à fait correctement, apprendre à la maîtriser, et puis Ouais, vous et êtes vivre tout sereinement. vous êtes jamais seul à vivre une chose sur cette planète. Il y a Non, c'est clair. forcément quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose. Et du coup, il y a forcément quelqu'un qui pourra vous comprendre. Et donc, il y a forcément moyen d'en parler. Exactement, tous les et cas, moyen d'en sortir. Exactement. Ça prendra du temps, mais ça le fera. Des petites recos sur le thème des œuvres sur le thème, enfin, qui traitent du thème de l'anxiété. Je sais pas ce que vous avez, vous. Moi, je vais recommander rapidement, j'en ai déjà parlé pendant le podcast, mais Vice Versa 2 qui traite vraiment l'angoisse de manière très, très imagée et très bien faite. Enfin, moi, je me suis vraiment reconnu, j'ai expliqué un exemple tout à l'heure, mais voilà, un moment où le personnage notamment fait une crise d'angoisse et c'est vraiment hyper bien dépeint. Genre vraiment, c'est vraiment l'impression que j'ai quand je fais une crise d'angoisse. J'ai l'impression qu'il se passe exactement ça dans mon cerveau. Et le film est très cool en plus. Voilà, Vice Versa 1 était très bien. Voilà, ça reste un très bon film. Même pour les gens qui ne sont pas angoissés, ça peut les aider à comprendre un peu ce qui se passe. Et il m'a aimé ce film, enfin vraiment. Il t'a aimé le film ? Il m'a ému, pardon. Ah. Et très émouvant. Voilà. Le film Le Chapeauté 2 aussi, qu'on avait vu au cinéma. Où à un moment, il y a beaucoup. De quoi ? J'avais oublié. Il y a beaucoup ce thème en fait, sur le fait de vieillir et du coup ce qui vient, les angoisses. Enfin, c'est un gars qui est très sûr de lui. Voilà, se faire poursuivre par la mort. Et il y a un moment notamment où il fait une crise d'angoisse. Et qui est pareil aussi assez bien représenté. Et après, je vous conseille d'écouter beaucoup d'artistes qui en parlent. Maxence, forcément, que moi je connais. Pomme, qui en parle aussi pas mal dans ses chansons, notamment dans sa chanson Anxiété. Ça a le mérite d'être clair. Oui. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent, de plus en plus d'artistes qui se penchent là-dessus. Et c'est assez cool d'en parler plus. La série BoJack Horseman, forcément, qui parmi les nombreux sujets qui sont traités, qui traitent aussi qui est juste au-dessus de toi, quoi. Enfin, ça. Donc voilà. Ah, c'est pas filmé ? Putain. Bon. Prends le cadre. Voilà. Et vous, mes chers amis ? Ouais. T'en as pas ? Si, j'en ai un, moi. Vas-y. C'est Mob Psycho 100, que je te conseille depuis genre 3 ans. Qui est un animé de l'auteur One, qui est l'auteur de One Punch Man. Okay. Et en fait, il fait 2 mangas, et c'est les deux. Enfin, One Punch Man, c'est un webcomic, mais Mob Psycho, c'est devenu un vrai manga. En gros, ça traite d'un ado qui s'appelle Mob. Non, enfin, Shigeo, mais il est surnommé Mob, qui a des pouvoirs psychiques et son anxiété, son stress, ses angoisses sont représentés justement par son angoisse psychique. Ses pouvoirs psychiques, pardon. Oui. Et du coup, il y a toute une histoire autour du spiritisme, de l'exorcisme, etc. Mais ça traite très bien de ce que peut ressentir un ado et jeune adulte, parce que du coup, tu auras des personnages adultes aussi autour de lui qui vont aussi un peu montrer leurs angoisses et évoluer. Mais c'est, je pense,
l'animé le plus touchant et le plus représentatif de ce que peut être une crise d'anxiété, d'angoisse, de stress, de pression sociale et toutes les émotions positives et négatives qui envahissent un jeune ado et de jeunes adultes ou des adultes qui sont bien établis dans leur vie mais qui ne sont pas forcément dans la vie qu'ils auraient rêvé. Et du coup, on voit tous ces personnages évoluer sur fond de spiritisme, d'exorcisme, de pouvoir psychique, etc. Mais ça reste très humain, très profond et très représentatif de tout ça. Et pour moi, ça me touche énormément. C'est un truc que vraiment je te conseille depuis 3 ans, Oui. qu'il faut que tu regardes parce que je suis sûr et certain que ça va te toucher. Et c'est vraiment très bien. Vraiment, c'est exceptionnel. Et l'auteur, c'est un petit gars qui a lancé One Punch Man, etc. Du coup, qui a fait ça sur Internet. Qui, je crois pas qu'il soit révélé au grand jour publiquement. Même dans One Punch Man, tu retrouves un peu ça, cette question de vie un peu ratée, d'objectifs, de personnes un peu losers qui se retrouvent à avoir de meilleurs objectifs. Ça va être une meilleure version d'eux-mêmes. Et tu sens que c'est quelque chose qu'il a vécu et qu'il met en image, en dessin, via ses œuvres, quoi. Ok. Voilà, mais ça je conseille à 100% pour ça. Ok. Je conseille vraiment de regarder. D'accord. C'est pas une recommandation pour tout le monde, c'est pour toi. Je regarderai, d'accord. Merci. Bah écoute, moi, bah oui, déjà BoJack Horseman, t'en avais parlé, mais ça traite de 1000 sujets très profonds qui vous parlera, qui vous touchera droit dans le cœur. Mais on en a 1000 fois parlé. Moi, en ce moment, je suis sur la série Les Sopranos, qui est un classique pour beaucoup de personnes, donc peut-être que les gens vont faire encore aller. Mais en gros, c'est l'histoire d'un mafieux de New York qui prend doucement mais sûrement de plus en plus de place et de plus en plus de galons dans la mafia et qui va sûrement devenir parrain, mais qui fait face aussi à ses premières crises d'angoisse et qui du coup on suit et son quotidien avec sa famille, ses histoires de mafiosa, mais on suit aussi sa thérapie, ses premières séances de thérapie. Et enfin, le premier épisode commence par sa première séance chez le psychologue. Et du coup, on suit sa thérapie, on suit son évolution, son rapport à ses angoisses, le fait que bon, voilà, c'est une personne très têtue qui va s'enfermer, c'est un homme, c'est un gaillard, c'est l'homme viril, et en plus c'est le chef de la mafia, donc il se doit d'être infaillible, et pourtant il a une énorme faille et qui peut lui causer énormément de tort. Donc c'est assez intéressant, c'est déjà de base une très bonne série, mais en plus elle traite du rapport humain et de cette gestion, voilà, des angoisses dans la vie, comment on cherche la cause de ces angoisses avec un suivi psychologique, tout ça, ce qui peut causer ces angoisses, on voit les éléments déclencheurs des angoisses. Enfin, en vrai, ça, c'est pas juste un petit détail, c'est quand même une partie c'est un des arcs de la série que tu suis tout au long des saisons. Donc je recommande ça grandement. Et Migraine. Le groupe Migraine, je sais pas si à l'heure où ça sera sorti, je sais pas si les morceaux seront disponibles, mais on en reparlera bientôt. Mais leurs textes qui ont énormément c'est tout un projet musical qui parle de la gestion des émotions, de la colère, de la joie, et enfin de la tristesse, et du moi, du surmoi, enfin non, je sais plus comment. Enfin bref, ça traite de la gestion des émotions. C'est très intéressant, c'est très cool, c'est très bien écrit. Et c'est local, voilà. ça vient de Donc, chez mais de nous. toute façon, si vous voulez en savoir plus pour Migraine, bientôt. Prochain épisode. Voilà. Et vous, des recos ou pas là-bas? Non, du tout. J'ai envie de parler de Lil Peep, c'est des sujets qui traitaient énormément de solitude, d'anxiété, de tristesse. Allez vous pencher sur ce cas. Très grand artiste. Très grand artiste. Eh ben écoutez les amis, Ce fut long. c'était éprouvant comme enregistrement, mais On est arrivé à 14h30. ouais. Il est 19h. Et 19h08, on a. Ah, c'est pas si long, c'est pas un d'habitude. enfer, mais c'est C'est pas un enfer. éprouvant, quoi. C'est fatigant. Faut savoir que c'est Ouais. fatigant d'enregistrer.
Voilà, mais c'était merci les amis de m'avoir principalement écouté, merci de m'avoir co-hosté pour cet épisode. Oui, merci. Merci, vous tous. merci les gars derrière la cam d'avoir géré ça et d'avoir participé aussi. Waouh. Merci à vous, la commu sans nom, d'avoir envoyé vos témoignages, d'interagir et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, surtout on le dit à chaque fois, nous faire des retours sur ce que vous en avez pensé, notamment de ce nouveau format de podcast filmé. A priori, normalement, tous les podcasts, normalement, sauf exception, seront filmés. Ouais. Sauf si on s'embrouille avec Loré et que du coup, Il repart, avec sa cam. Ouais, il repart avec Éco Lyrique. Non, mais voilà, merci de continuer à nous suivre et n'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis, écoutez, on se revoit au prochain épisode. Vous avez un petit mot pour la fin, les amis? Oasis. C'était le prout? Ouais. Allez, merci, à la prochaine. La bise. Ouais. C'était pas le bon bouton.